Personne n'achetait le sapin de Noël de la Forte Veuve, jusqu'à ce qu'un montagnard en paye le double du prix. Martha Hale n'avait pas pris un repas complet depuis 4 jours. Elle avait vendu les outils de son mari, son manteau de cuir et les dernières conserves de l'été. Elle les avait vendus discrètement, un par un, sans rien dire à personne. Ce qui restait, la seule chose qu'elle n'avait pas vendue, était un unique sapin. Il mesurait 12 pieds de haut, était âgé de 11 ans et avait été planté par Thomas l'hiver avant sa mort. Elle s'en était occupée pendant 8 étés secs et 3 hivers de gel intense. Et maintenant, 4 jours avant de Noël, elle le chargea sur une charrette qu'elle pouvait à peine soulever. Puis elle marcha 6 miles dans la neige pour le vendre. Personne ne s'arrêta. Personne ne demanda le prix, mais au contraire, tout le monde se mit à en rire. Et puis, juste avant la fermeture du marché, un homme sur un cheval sombre paya le double sans sourciller. Cependant, il emmena aussi la veuve avec lui. Et ce qui lui arriva là-bas est vraiment quelque chose qui va vous époustoufler. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à la veuve, regardez jusqu'à la fin. Dites-nous aussi dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Nous vous souhaitons la bienvenue. Le feu s'était éteint quelque temps avant minuit. Martha Hale se réveilla dans une cabane si froide qu'elle pouvait voir son propre souffle dans l'obscurité. Elle resta immobile un instant, écoutant le vent presser contre les murs. C'était le genre de froid qui descendait des hautes crêtes. Il s'installait dans la vallée comme s'il avait l'intention d'y rester. Elle passa son manteau sur ses épaules et s'assit au bord du lit. Le poêle était vide. Elle y avait mis les 2 dernières bûches avant de dormir. Elle s'habilla lentement dans la lumière grise qui filtrait par l'unique fenêtre. Ses doigts étaient raides et les boutons de sa robe lui donnaient du fil à retordre. Il ne servait à rien de se presser. Les boutons prendraient le temps qu'il leur faudrait. Se dépêcher ne l'avait pas aidée depuis longtemps. Elle avait appris au cours des 22 derniers mois, depuis la mort de Thomas, à avancer au rythme que la journée lui imposait et à ne pas lutter. Thomas était parti depuis près de 2 ans. À cette époque, Martha avait vendu la mule. Elle avait vendu la deuxième hache et la marmite en fonte. Elle avait vendu la belle courte pointe que sa mère avait cousue et la broche en argent que Thomas lui avait offerte pour leur premier Noël de mariage. Elle avait vendu les conserves de l'été, la paire de bottes supplémentaires et le dernier morceau de harnais. Elle l'avait fait discrètement, sans se plaindre et sans demander d'aide à personne. Il n'y avait pas de honte à être dans le besoin. Mais dans une ville de cette taille, le besoin se propageait vite. Et une fois que les gens savaient que vous aviez des difficultés, ils cessaient de payer des prix justes. Elle avait gardé l'arbre. Il se tenait du côté est de la cour, haut de 12 pieds, touffu et d'un vert sombre, même en hiver. Thomas l'avait planté il y a 11 ans à partir d'un jeune plant qu'il avait descendu de la haute crête dans la poche de son manteau. Il l'avait planté le matin même où leur premier bébé était mort-né. Il n'a jamais dit que c'était la raison. Il n'a jamais fait le lien entre les deux choses à voix haute, mais Martha avait compris. Thomas était le genre d'homme qui mettait des choses en terre quand les mots ne suffisaient pas. Elle l'avait arrosé chaque été. Elle avait enroulé de la toile de jute autour de sa base chaque automne avant le premier gel. Elle s'était tenue à ses côtés pendant les 2 mauvaises années où les scarabées étaient passés. Elle avait arraché les branches infectées à la main avant que les dégâts ne puissent se propager. Elle ne l'avait jamais taillé pour l'exposer. Elle l'avait laissé pousser comme il le voulait, large à la base, plein au milieu, avec une pointe naturelle au sommet, qui n'avait pas besoin d'être façonnée. C'était le plus beau sapin qu'elle ait jamais vu. Elle savait que ce n'était pas un avis neutre, mais elle savait aussi que c'était vrai. Le bac à farine était vide depuis 4 jours. Martha enfila ses grosses bottes et son manteau de laine et sortit dans le matin froid. Le ciel était d'un bleu-gris pâle. La neige tombée 2 nuits auparavant recouvrait la cour plate et intacte. Elle resta longtemps devant l'arbre, les mains le long du corps, son souffle sortant en lents nuages visibles. Puis elle se rendit à la remise, prit la bêche à longs manches et commença à creuser. Le sol était dur mais pas complètement gelé. Elle travailla soigneusement autour de la motte de racines, ameublissant la terre en un large cercle avant d'essayer de soulever. Cela lui prit 2 heures. Le bas de son dos se bloqua 2 fois et elle dut s'arrêter, se redresser et respirer avant de continuer. Son esprit restait concentré sur le travail, l'angle de la bêche, la résistance du sol, l'élargissement lent du trou.
Penser à ce qu'elle faisait ne l'aiderait pas à le faire. Quand l'arbre se libéra enfin, elle enveloppa les racines dans de la toile de jute et les attacha fermement avec de la ficelle. Puis elle rentra, mit de l'eau sur le poêle avec le reste du marc de café et la but debout à la fenêtre, regardant la parcelle de terre vide dans la cour. Cette parcelle de terre vide était plus facile à ne pas regarder. Elle détourna les yeux de la fenêtre. La charrette se trouvait dans l'appentis à côté de la cabane, une petite charrette à 2 roues à peine assez large pour 2 paniers. L'arbre était lourd, plus lourd qu'il n'y paraissait, et il fallut 4 tentatives pour l'équilibrer sur la charrette. Elle le fit elle-même. Quand elle eut terminé, elle resta un moment les mains sur les genoux, puis se redressa, prit la poignée et commença à marcher. 6 miles jusqu'à Millhaven. La route était tassée par le passage des chariots et ses bottes tenaient fermement dans la neige. Elle marchait à un rythme régulier, gardant la charrette stable sur le sol inégal. Le ciel s'éclaircit pendant sa marche, mais resta gris. Pas de soleil, le genre de journée de décembre qui n'arrive jamais complètement. Elle atteignit Millhaven juste au moment où les autres vendeurs s'installèrent sur la place. Le jour de marché avant Noël attirait toutes les affaires que la vallée pouvait gérer. Produits secs, bougies, tissus, quelques meubles, du bois de chauffage et des arbres. 3 autres vendeurs avaient de petits arbres attachés en paquets à l'extrémité de la rangée. L'arbre de Martha se tenait seul, droit dans un seau de terre humide et tassé qu'elle avait pensé à apporter. Ses branches s'étalaient largement sans aucune attache. Elle écrivit son prix sur une petite planche et la cala contre le seau. 2 dollars. C'était un prix juste, plus que juste, pour un arbre de cette taille, de cette forme, de cette santé. Elle avait regardé les autres arbres et elle savait que le sien était meilleur. La matinée passa. Les gens passaient. La plupart ne regardaient pas. Certains regardaient l'arbre, puis regardaient Martha et continuaient leur chemin. Quelques-uns s'arrêtèrent, examinèrent 1 ou 2 branches et s'éloignèrent sans parler. Une femme tendit la main et toucha doucement une branche près du bas, de la manière dont on touche quelque chose que l'on veut mais contre lequel on a déjà décidé. Puis elle retira sa main et continua. Aucun mot ne sortit de leur bouche en passant. Le panneau de prix resta où il était. Elle se tenait derrière la charrette, les mains croisées, et attendait. Vers midi, elle remarqua un garçon au bord de la place. Il semblait avoir environ 10 ans, mince et pâle, portant un manteau trop grand pour lui et des bottes avec une fissure le long de la semelle gauche. Il se tenait près des étals de nourriture, mais ne s'en approchait pas. Il regardait simplement avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui a appris que regarder ne coûte rien. Martha reconnut cette immobilité. Elle l'avait portée elle-même une fois dans une autre ville, il y a longtemps. Elle avait emporté une demi-miche de pain pour son propre déjeuner. Elle la sortit de son sac, l'enveloppa soigneusement dans le tissu et se dirigea vers l'endroit où se tenait le garçon. « Prends ça, dit-elle. » Ce n'était pas une question, ni une offre attendant d'être refusée. Elle pressa le pain dans ses mains et se retourna vers l'arbre avant qu'il ne puisse parler. Il resta immobile un instant. Puis il glissa le pain sous son bras et s'éloigna rapidement, de la manière dont les enfants se déplacent quand ils s'attendent à ce qu'on leur reprenne quelque chose de bon. Martha retourna à sa place. Au milieu de l'après-midi, l'institutrice, Mme Aldred, passa à l'autre bout de la rangée du marché, un panier au bras. Elle ralentit en voyant l'arbre, le regarda un moment avec l'attention tranquille de quelqu'un qui reconnaît le bon travail, puis regarda Martha et fit un petit signe de tête avant de continuer. L'après-midi s'étira, froid et gris. D'autres vendeurs commencèrent à remballer leurs charrettes. Le ciel était descendu plus bas et la neige recommençait à tomber. De fins flocons, du genre silencieux qui précède une chute plus abondante. Les autres arbres à l'autre bout s'étaient vendus. Le sien, non. Gideon Straw, qui vendait du grain 2 étals plus loin, commença à charger son chariot. Tout en travaillant, il l'interpella sans la regarder directement. « Toujours à 2 dollars? » « Oui, dit Martha. Il secoua la tête. « Vous devriez peut-être reconsidérer, Madame Hale. » Ces mots ne méritaient pas de réponse. Il finit de charger et partit sans un mot de plus. La place était presque vide maintenant. Les lampes du poteau le plus proche de sa charrette vacillaient dans le vent. Martha resserra son manteau et transféra son poids d'un pied à l'autre. Ses pieds étaient froids, et ce depuis des heures. Elle était debout depuis près de 9 heures. L'arbre restait où il était. Le panneau de prix restait où il était.
De l'autre côté de la place, près de l'entrée de la banque de Booth, un homme bien habillé se tenait dans l'embrasure de la porte et l'observait. Il n'avait pas bougé depuis un certain temps. Il était trop loin pour que Martha puisse lire son expression, mais elle pouvait sentir le poids de son attention. De la même manière que l'on sent un courant d'air venant d'une porte que l'on ne peut pas voir. Elle se retourna vers son arbre. Elle attendrait. La neige tombait maintenant de façon continue. Martha n'avait pas mangé depuis la demi-miche qu'elle avait donnée au garçon, ce qui signifiait qu'elle n'avait rien mangé du tout. Elle était consciente de la faim comme elle était consciente du froid. C'était un fait de la situation actuelle, pas quelque chose sur lequel s'attarder. S'y attarder ne changerait rien. Elle gardait les yeux sur la route qui menait à la place, observant les quelques personnes restantes se diriger vers chez elle dans la lumière déclinante. 1 heure de plus. Elle se donnerait 1 heure de plus. Le marché s'était presque vidé. Un vendeur de bougies de l'autre côté comptait ses pièces à la lueur d'une lampe. 2 garçons traînaient une luge devant l'entrée de la place sans s'arrêter. Une femme se dépêcha de traverser d'un bâtiment à l'autre, la tête baissée contre la neige. Personne ne vint voir l'arbre. Martha savait ce qui se passait. Elle l'avait observé toute la journée et l'avait comprise en milieu d'après-midi, même si elle avait refusé de se l'avouer clairement jusqu'à maintenant. Les habitants de Millhaven n'ignoraient pas son arbre parce qu'ils ne voulaient pas d'arbre. Plusieurs d'entre eux s'étaient arrêtés, l'avaient regardé attentivement, l'avaient même touché avant de s'éloigner. Ils ignoraient l'arbre à cause de la personne qui le vendait. Une forte veuve dans un manteau usé, seule à l'extrémité de la rangée. Sans mari à ses côtés, sans famille à proximité, personne pour se porter garant de sa réputation en ville. Elle ne leur était pas inconnue. Ils savaient tous qu'elle était la veuve de Thomas Hale. Et ils savaient tous que Thomas avait laissé des dettes. De petites dettes, mais des dettes tout de même. Dans une ville comme Millhaven, une dette laissée impayée par un homme mort s'accrochait à sa veuve comme une seconde ombre. Elle entendit les pas avant de le voir. Ils étaient mesurés et délibérés, venant de la direction de la banque. Elle s'y était à moitié attendue. Elle l'avait vu se tenir dans cette embrasure de porte, et elle avait su, comme on sait qu'une tempête arrive avant que les nuages ne soient complètement formés, qu'il ne resterait pas simplement là toute la journée. Arlen Booth traversa la place sans se presser, son manteau sombre et bien coupé, son chapeau baissé contre la neige. Ce n'était pas un grand homme de taille moyenne, mince d'épaule, mais il se déplaçait dans l'espace de la place comme si elle lui appartenait. Ce qui, d'une certaine manière que Martha comprenait mieux que la plupart, était le cas. Booth possédait la banque, détenait les billets à ordre de la moitié des fermes de la vallée et siégeait au conseil municipal. Il vivait à Millhaven depuis 18 ans et n'avait jamais perdu une dispute réglée par écrit. Il s'arrêta à quelques pieds de sa charrette et regarda l'arbre avec une expression d'intérêt léger et sans hâte. « Madame Hale, dit-il. » Sa voix était calme. Elle était toujours calme. Martha l'avait remarqué aux funérailles de Thomas, quand il s'était approché d'elle avec ses condoléances. Il avait mentionné le montant du prêt en suspens dans la même phrase, de la même voix calme, comme si les deux choses étaient également ordinaires. « Monsieur Booth, dit-elle. » Il étudia l'arbre un moment. « Beau spécimen, c'est Thomas qui l'a fait pousser. »« Il l'a planté, dit Martha, il y a 11 ans. » Booth inclina légèrement la tête. « Et vous en demandez 2 $. C'est ce que dit le panneau. » Il hocha lentement la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Puis il la regarda, pas l'arbre. « Vous savez que le billet sur votre propriété arrive à échéance dans 9 jours. » Il le dit calmement, de la manière dont un homme énonce un fait qu'il a énoncé de nombreuses fois auparavant. « Je sais quand il arrive à échéance, dit Martha. Je veux m'assurer que nous nous comprenons. » Il fit une pause, laissant la pause faire son effet. « J'ai eu 2 demandes pour cette terre cette année. De bonnes demandes de la part de gens avec de l'argent réel. Votre crête a du bois. Je pense que vous savez de quel genre je parle. Le genre qui ne repousse pas vite une fois qu'il est parti, dit Martha. Elle ne dit rien. Elle l'observait. Je ne suis pas ici pour vous faire pression, Madame Hale, dit Booth, et le calme de sa voix rendait le mot pression étrange, comme un manteau qui ne va pas. Je suis ici parce que je pense que vous êtes une femme sensée et j'aimerais vous aider à prendre une décision sensée avant la date limite. Quel genre de décision? Demanda-t-elle. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un papier plié. Il le lui tendit, mais pas comme quelqu'un qui offre un cadeau, plutôt comme quelqu'un qui montre une carte dans un jeu déjà joué.
Transfert de propriété, dit-il. Vente volontaire à la juste valeur du marché. Je pense que vous trouverez le chiffre généreux. Vous signez, je le dépose au bureau du comté et la dette disparaît. Proprement. Pas de vente aux enchères. Pas d'avis dans le journal. Pas d'embarras public. Martha regarda le papier dans sa main. Ses mains restèrent le long de son corps. Cette terre appartenait à Thomas, dit-elle. Thomas est parti, dit Booth doucement. La douceur était le pire. Ce n'était pas la cruauté qui rendait Harlan Booth efficace. C'était la façon dont il parlait de choses dures d'une voix douce, comme s'il vous faisait une faveur en les disant à voix haute. « La terre m'appartient, dit Martha. Elle est à mon nom, depuis que Thomas a déposé l'acte original. » Booth hocha la tête, imperturbable. « C'est vrai. Et tant que la dette reste impayée, l'hypothèque sur cet acte appartient à la banque. » Il plia le papier et le remit dans son manteau. « Je laisse l'offre ouverte jusqu'à la fin de la semaine. Réfléchissez-y. » Il se tourna pour partir. Puis il s'arrêta, comme si une pensée venait de lui arriver. « Vous savez, dit-il, le dos encore à moitié tourné, sa voix baissant, « j'ai toujours trouvé que la terre revient aux gens qui comprennent sa valeur. Finalement. » Il fit une pause, d'une manière ou d'une autre. Il retraversa la place sans la regarder à nouveau. Martha resta très immobile. Elle était transie de froid, elle avait faim et ses pieds s'étaient engourdis au cours de la dernière heure. L'arbre se tenait à côté d'elle, ses branches sombres et parfumées, ses racines enveloppées dans la toile de jute qu'elle avait emballée ce matin, quand elle croyait encore que quelqu'un en voudrait. Le panneau de prix indiquait 2 $. La place était presque vide. La neige tombait plus fort maintenant. Elle prit conscience d'une présence à sa gauche et se tourna légèrement. C'était le garçon mince à qui elle avait donné le pain à midi. Il se tenait à environ 10 pieds, la regardant avec l'attention particulière que les enfants portent aux adultes dont ils ne sont pas sûrs. Il avait toujours le pain sous le bras ou ce qu'il en restait. Le silence s'installa entre eux. Il la regardait comme les enfants regardent quelque chose sur lequel ils n'ont pas encore pris de décision. Martha le regarda un moment. « Tu devrais rentrer chez toi, dit-elle. Il commence à faire froid. » Le garçon ne bougea pas tout de suite. Il regarda l'arbre, puis elle, puis de nouveau l'arbre. Puis il dit très doucement, comme s'il n'était pas sûr de devoir parler. « C'est un très bel arbre. »« Oui, » dit Martha, « il l'est. » Il hocha la tête comme si cela réglait quelque chose, puis se tourna et s'éloigna dans la neige. Martha se retourna pour faire face à la place. Il faisait presque nuit noire. Les lampes sur les poteaux projetaient de petits cercles jaunes sur la neige. Quelque part, un cheval tapa du pied dans son box. Une porte se ferma de l'autre côté de la place. La neige tombait maintenant à verse, du genre qui effaçait l'autre bout de la route. La banque de Booth était sombre. Il était parti. Le vendeur de bougies de l'autre côté de la place avait remballé sa charrette et était parti. Les garçons à la luge étaient partis depuis longtemps. La place était vide. L'arbre se tenait là où elle l'avait placé ce matin. Le panneau de prix n'avait pas bougé. Elle se tenait derrière la charrette dans le noir, le froid et la neige. Et elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Rester ou partir, si cela changerait quelque chose de toute façon. Mais elle savait une chose sans aucun doute. Elle n'allait pas signer le papier de Booth. Pas pour le chiffre qu'il avait nommé, pas pour le double de ce chiffre. Pas cette semaine, pas à cause d'une menace murmurée déguisée en offre raisonnable. Thomas avait mis secrétaire à son nom avant de mourir. Il ne l'avait pas fait par accident. Elle resserra son manteau et se redressa. La neige continuait de tomber, et puis, de l'autre bout de la route menant à la place, elle entendit le son lent et régulier d'un cheval se déplaçant dans l'obscurité. Le cheval entra lentement. C'était un animal sombre, robe sombre, crinière sombre, se déplaçant dans la neige avec l'aisance tranquille d'un cheval qui avait déjà parcouru des terrains difficiles et ne trouvait pas les conditions actuelles remarquables. Le cavalier était assis droit sur sa selle, un grand homme dans un manteau de voyage sombre, son chapeau baissé contre les intempéries. Il entra sur la place et s'arrêta près du poteau le plus éloigné, attacha ses rênes et resta un moment à regarder la place avant de bouger. Tout dans son arrivée était délibéré. Le rythme, l'angle d'approche, la façon dont il embrassa du regard toute la longueur de la place avant de faire un seul pas. Martha l'observait sans le montrer. Il se dirigea vers son bout de la rangée en ligne droite, sans flâner, sans jeter un œil aux autres étals. Il regarda l'arbre à 15 pieds de distance, puis à 10, puis s'arrêta devant.
Il était plus âgé qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Au début de la cinquantaine peut-être. Son visage était buriné et maigre, le genre de visage qui avait passé des années au soleil et au vent sans assez d'abri de l'un ou de l'autre. Son manteau était de bonne qualité, vieux et bien usé. Il y avait des callosités sur les mains qu'elle pouvait voir au bout de ses manches. Il se tint devant l'arbre et le regarda pendant une minute entière sans parler. Pas le regard rapide de quelqu'un qui décide vite, mais le regard attentif et sans hâte de quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait et s'assurait de l'avoir trouvé. Puis il regarda le panneau de prix. Puis il regarda Martha. « 2 $, dit-il. C'est exact, dit Martha. Il regarda de nouveau l'arbre, il tendit la main et déplaça une branche près du milieu, vérifiant la densité, la couleur, la souplesse du bois. Il vérifia la base du tronc. Il souleva le bord de la toile d'ajouter et regarda la motte de racines. « Il a été bien entretenu, dit-il. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas de la flatterie. C'était juste une déclaration de ce qu'il avait observé. « 11 ans, dit Martha. Il hocha la tête une fois. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un petit portefeuille en cuir. Il compta 4 $ en argent, calmement et discrètement, sans faire étalage du montant, et les lui tendit. Martha regarda les pièces. « J'ai dit 2 $. Je vous ai entendu, dit-il. Je paye 4. Il garda la main tendue. Sa main resta un moment le long de son corps. D'après son expérience, la générosité inattendue d'un étranger était soit une erreur, soit un piège, et cet homme ne semblait pas faire d'erreur. « Pourquoi, dit-elle. Parce qu'il en vaut 4, dit-il, et parce que vous êtes debout ici depuis ce matin. Elle le regarda attentivement. Il soutint son regard sans expression. Ni agressif, ni impatient, juste stable, de la manière dont un homme se tient quand il n'a rien à prouver. Elle prit les pièces, il se pencha et souleva l'arbre avec une main sous la motte de racine et l'autre stabilisant le tronc. Et il le porta jusqu'à son cheval et l'attacha à la selle avec une corde de sa sacoche. Il travailla efficacement, sans chichi. Quand l'arbre fut sécurisé, il le vérifia une fois, puis se retourna vers elle. « Vous avez besoin d'aide pour rentrer chez vous, dit-il. » C'est alors que le bruit de pas se fit de nouveau entendre venant de la direction de la banque. Martha connaissait ses pas. Elle les avait entendus 1 heure plus tôt. Elle garda les yeux sur le visage de l'étranger et observa le moment où il les entendit aussi. Un léger changement dans son attention, presque invisible, la façon dont un homme réagit quand il entend un son qu'il attendait. Arlen Booth revint sur la place. Il avait son chapeau et son manteau boutonnés. Il se déplaçait à son rythme habituel, sans se presser, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui n'était pas là avant. Une tension dans les épaules, une détermination dans la direction de sa marche, comme s'il avait regardé par sa fenêtre et vu quelque chose qui l'obligeait à ressortir dans la neige. Il s'arrêta à environ 20 pieds. Il regarda l'arbre attaché au cheval sombre. Puis il regarda l'étranger. Les 2 hommes se regardèrent. Il n'y eut aucune salutation entre eux, aucun signe de tête, aucune reconnaissance d'aucune sorte. Mais il y avait quelque chose dans ce silence, quelque chose dans sa longueur et dans la façon dont aucun d'eux ne bougeait, qui dit à Martha que ce n'étaient pas 2 étrangers qui se croisaient du regard par hasard. Ces hommes se connaissaient. Elle n'aurait pas pu dire comment elle le savait. Rien n'avait été dit. Aucun nom n'avait été prononcé. Mais la qualité de ce silence avait un poids que seule l'histoire pouvait donner. L'expression de Booth ne changea pas. Son visage resta composé et égal, comme toujours. Mais ses yeux se déplacèrent légèrement du visage de l'étranger à ses mains, à la corde de l'arbre, à la selle, puis brièvement à Martha elle-même, comme s'il recalculait quelque chose. Puis il regarda de nouveau l'étranger et maintint son regard un instant de plus. Puis il se tourna et retourna vers la banque, au même rythme régulier. Son dos resta droit et son rythme resta égal jusqu'à la porte de la banque. Il ne se retourna jamais. Martha le regarda partir. Quand la porte de la banque se ferma, elle se retourna vers l'étranger qui avait observé le départ de Booth avec la même expression calme qu'il avait arborée tout du long. « Vous le connaissez, dit-elle. Pas une accusation, juste une déclaration. »« Je sais qui il est, dit l'étranger. » Il n'en dit pas plus. Martha étudia le visage de l'homme. Il regardait maintenant la banque, la fenêtre sombre, avec l'attention concentrée d'un homme qui classe une information plutôt que d'y réagir.
Je m'appelle Reed, dit-il, regardant toujours vers la banque. Colton Reed, il se retourna vers elle. J'ai une maison sur la crête nord et environ 9 miles. Martha Hale, dit-elle. Il hocha la tête. Il connaissait son nom, pensa-t-elle. Ou quelque chose dans son signe de tête suggérait qu'il le connaissait avant qu'elle ne le dise, mais elle ne pouvait en être certaine et elle ne demanda pas. Ma fille a 8 ans, dit Colton. Elle n'a jamais eu de sapin de Noël dans la maison. Il regarda le sapin attaché à la selle de son cheval et quelque chose traversa son visage. Pas exactement du sentiment, mais le poids d'une décision prise. Je cherchais le bon. Martha ne dit rien. La déclaration flotta dans l'air froid entre eux. Y a-t-il quelqu'un qui vous attend à la maison ce soir? Dit-il. Non, dit-elle. Alors laissez-moi vous conduire. Votre charrette est vide. Mon cheval peut la tirer. Il regarda la charrette, puis elle. C'est à 9 miles dans l'autre direction et il fera nuit noire dans 20 minutes. Martha y réfléchit. L'aide d'un étranger, l'aide de n'importe qui, n'était pas quelque chose qu'elle acceptait facilement. Mais elle avait froid et faim, et les 6 miles de retour à sa cabane sous une forte chute de neige n'étaient pas une mince affaire. Et il y avait quelque chose dans la manière de cet homme qui était direct, d'une façon qu'elle n'avait pas rencontrée depuis un certain temps. Il n'était pas charitable. Il ne la plaignait pas. Il faisait une offre pratique à une personne dans une situation pratique. De la même manière que l'on offre une main à quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, non pas parce qu'il ne peut pas s'en sortir, mais parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. D'accord, dit-elle. Il attela son cheval à sa charrette et l'aida à monter sur le siège. Une main offerte sans cérémonie, prise sans cérémonie. Puis il monta à cheval et ils quittèrent la place. Le cheval sombre avançait d'un pas sûr dans la neige, les roues de la charrette traçant de nouvelles pistes, là où aucune roue n'était passée depuis le début de la tempête. Martha regarda une fois en arrière vers la place en la quittant. Les lampes sur les poteaux brûlaient encore. La neige tombait en nappes épaisses et silencieuses. La place était complètement vide. La banque de Booth était sombre. Elle se tourna vers l'avant. Colton Reed était un nom sans histoire pour l'instant. Quelle histoire existait entre lui et Harlan Booth? Elle ne pouvait le dire. Ce que signifiait le retour de Booth sur la place, puis son départ sans un mot, elle ne pouvait le dire non plus. Pourquoi cet homme avait payé 4 dollars pour un arbre à 2 dollars sans hésitation, ou pourquoi son arrivée ce soir ressemblait moins au hasard qu'à quelque chose de décidé depuis longtemps, ces réponses n'étaient pas encore les siennes. Elle savait seulement qu'elle avait 4 dollars en argent dans la poche de son manteau. Elle avait sa charrette sous elle. Et pour la première fois depuis qu'elle s'était tenue au bord de cette cour ce matin, une bâche à la main, quelque chose dans sa poitrine s'était desserré. Pas de beaucoup, mais assez pour le remarquer. La neige tombait autour d'eux. La route s'ouvrait devant. La neige tombait depuis 2 heures quand ils quittèrent la place. Colton Reed chevauchait en tête sur son cheval sombre, tirant la charrette vide de Martha derrière lui avec une corde attachée au pommeau de la selle. Martha était assise sur le siège de la charrette, enveloppée dans son manteau, les mains sur ses genoux. Elle regardait la route se dérouler à la lumière de la lanterne que Colton avait allumée et suspendue au poteau de la selle avant leur départ. Le sapin était attaché sur le côté gauche du cheval, ses branches bougeant doucement à chaque pas, faisant tomber de petites chutes de neige sur la route en dessous. La route qui sortait de Millhaven suivait le fond de la vallée vers le nord sur 3 miles avant de monter vers la crête. Martha connaissait assez bien la partie inférieure. Elle l'avait parcourue des centaines de fois au cours de ses années sur la propriété des Hale. Mais la route supérieure, celle qui grimpait sur la face nord de la crête et se stabilisait quelque part au-dessus de la limite des arbres, elle ne l'avait jamais empruntée. Ce territoire appartenait aux quelques familles qui s'étaient installées en hauteur, loin de la ville et de ses affaires, et elle n'avait jamais eu de raison d'y aller. Elle avait une raison maintenant, bien qu'elle essayait encore de comprendre exactement quelle était cette raison. Le cheval avançait d'un pas régulier dans la neige. Le silence entre eux n'avait pas besoin d'être comblé. Tous deux connaissaient le poids particulier d'un calme gagné par des années passées principalement seuls. La neige tombait autour d'eux, la lanterne se balançait, la route montait, et Martha gardait les yeux sur l'arbre, attachée aux flanches du cheval, et essayait de penser clairement. Elle avait 4 dollars en argent dans la poche de son manteau. Elle avait une charrette vide. Elle avait accepté d'être conduite par un homme qu'elle ne connaissait pas.
qui avait payé le double pour l'arbre de son mari sans qu'on le lui demande, et qui s'était tenu sur la place de Millhaven et avait regardé Harlan Booth avec les yeux stables de quelqu'un qui règle un vieux compte. Elle avait quitté la ville avec cet homme sans poser la question qu'elle aurait dû poser en premier. Pourquoi? Pas pourquoi il avait payé le double. Elle pouvait trouver une douzaine d'explications à cela. Mais pourquoi ce soir? Pourquoi ce marché? Pourquoi, quand elle pensait à la façon dont il l'avait regardé avant de regarder l'arbre, cela avait semblé moins un étranger remarquant un vendeur, et plus quelqu'un arrivant à un endroit qu'il essayait d'atteindre depuis longtemps. Elle mit la question de côté pour le moment. Elle pouvait attendre. La route se stabilisa brièvement à mi-crête avant de remonter. Le vent était plus vif ici venant des sommets plus élevés au nord. Et en dessous d'eux, les lumières de Millhaven étaient petites et dispersées à travers les arbres. Martha les regarda un moment, la ville près de laquelle elle avait vécu pendant 18 ans, la ville qu'il avait regardée se tenir dans le froid toute la journée sans acheter son arbre. Puis elle détourna le regard. La cabane apparut derrière un bouquet de pins environ 20 minutes plus tard. C'était une structure solide, plus solide qu'elle ne l'avait prévu. 2 pièces au moins, peut-être 3, avec une bonne cheminée et un porche couvert sur toute la largeur de la façade. Une pile de bois sous le toit du porche qui atteignait les avant-toits. Une petite grange à gauche, éclairée de l'intérieur par une lanterne, d'où les bruits d'un deuxième cheval et de quelques autres animaux étaient audibles même par-dessus le vent. La cabane elle-même avait de la lumière à une fenêtre. Pas le jaune plat d'une lampe baissée, mais la lumière plus chaude et plus stable d'un feu bien fait. Quelqu'un attendait. Colton descendit de cheval sur les marches du porche et attacha ses rênes au poteau. Il aida Martha à descendre de la charrette, une main tendue, prise sans cérémonie, puis détacha l'arbre de la selle pendant qu'elle se tenait sur le porche et laissait la chaleur de la porte entr'ouverte atteindre son visage. La porte s'ouvrit avant que Colton ne frappe. La fille dans l'embrasure de la porte était petite, peut-être 8 ans, les cheveux sombres, portant une robe de laine légèrement trop grande pour elle et de grosses chaussettes aux pieds. Elle avait la même qualité d'immobilité que Colton, cette façon particulière de se tenir très droite et de regarder avec toute son attention, sans s'agiter ni remplir le silence de bruit. Ses yeux étaient sombres et clairs, et ils se portèrent d'abord sur son père, puis sur l'arbre, et enfin sur Martha. « Tu en as acheté un, » dit la fille. « Oui, » dit Colton. Elle regarda l'arbre un instant de plus, puis elle recula pour les laisser entrer. Elle s'appelait Ellie. Colton les présenta simplement. « Voici Martha Hale, Ellie. C'est elle qui l'a fait pousser. » Et Ellie hocha la tête une fois, de la manière de quelqu'un qui classe soigneusement une information. Son visage resta impassible, observateur, à la manière des enfants qui ont grandi principalement en compagnie d'adultes silencieux. Les enfants qui grandissaient principalement en compagnie d'adultes avaient souvent cette qualité. Faire entrer l'arbre nécessita de manœuvrer la motte de racine à travers la porte en biais, puis d'incliner soigneusement le tronc pour éviter la poutre basse du plafond. Colton s'occupa de l'extrémité du tronc. Martha guida les branches. Ils le placèrent dans le coin le plus éloigné de la pièce principale et le redressèrent dans le seau que Martha avait apporté, que Colton remplit d'eau de la pompe de la cuisine. L'arbre remplissait complètement le coin. 12 pieds étaient trop hauts pour le plafond. Alors Colton coupa 4 pouces du sommet avec une scie à main sans qu'on le lui demande. Puis il recula et le regarda. La pièce sentit immédiatement différent. Cette odeur vive et propre de sapin fraîchement coupé. L'odeur de résine de pain froide et de bois vivant. Martha avait toujours pensé que cette odeur était la vraie raison pour laquelle les gens mettaient des arbres dans leur maison à Noël. Pas la décoration, pas la tradition, l'odeur. Ellie se tenait au milieu de la pièce et regardait l'arbre en silence. Le silence plein et immobile d'un enfant recevant quelque chose qu'il attendait sans le savoir. Colton prit une lanterne sur l'étagère, une petite lanterne en étain avec un panneau de verre, et la suspendit à une branche près du milieu de l'arbre, là où la branche était assez épaisse pour la supporter. La lumière se propagea à travers l'arbre par le bas, attrapant les aiguilles et les transformant en or chaud et en verre profond. Le visage d'Ellie dans cette lumière était quelque chose que Martha n'oublierait pas. La fille ne haleta pas, ni ne frappa dans ses mains. Elle regarda simplement l'arbre avec la lanterne qui y brûlait
et son expression était celle de quelqu'un qui reçoit quelque chose qu'il attendait sans savoir qu'il attendait. Quelque chose dans son visage s'ouvrit, l'immobilité attentive se détendit légèrement autour des yeux, et elle se tint très droite et regarda cet arbre comme on regarde une chose qui est exactement ce qu'elle devrait être. Martha détourna le regard. Certains moments n'étaient pas faits pour être observés de trop près. Ils soupèrent à la table près du poêle. Colton avait préparé un ragoût épais de haricots et de lard salé qui était simple et très bon. Martha mangea plus qu'elle ne l'avait prévu. C'était le premier repas chaud auquel elle s'asseyait depuis 4 jours, et son corps le lui rappelait à chaque bouchée. Ellie mangeait tranquillement à côté de son père, observant Martha de temps en temps avec ses yeux clairs et sombres. À un moment donné, elle tendit la main vers la corbeille à pain et sa manche remonta, et Martha vit la cicatrice. Elle courait de l'intérieur du poignet gauche d'Ellie jusque juste en dessous du coude, en relief et lisse. Le genre de cicatrice qui vient d'une brûlure qui a complètement guéri, mais qui a guéri en épaisseur. Elle était assez vieille pour s'être complètement installée, pâle contre le reste de sa peau. Ce n'était pas une blessure fraîche, quelque chose qui s'était produit il y a des années. Ellie remarqua que Martha la remarquait. Elle soutint le regard de Martha un instant, puis se retourna vers son souper sans un mot, avec l'aisance habituée de quelqu'un de longtemps accoutumé à ce genre d'attention. Martha garda les yeux sur sa propre assiette, mais la question s'installa dans son esprit et y resta, silencieuse et insistante. Qu'était-il arrivé à cet enfant? Et quand et où son père avait-il été quand c'était arrivé? Et pourquoi le mot lui vint avant qu'elle ne puisse l'arrêter? Pourquoi la cicatrice avait-elle la forme et la taille spécifique d'une brûlure provenant d'un fer médical, du genre qu'un médecin de campagne utilisait quand les médicaments n'étaient pas disponibles et que la fièvre devait être brisée d'une autre manière? La question resta derrière ses dents. Ce soir n'était pas le bon moment. Après le souper, Colton versa du café et ils s'assirent près du poêle pendant qu'Ellie allait dans sa chambre. Le vent s'était levé dehors et la neige contre la fenêtre était assez forte pour remplir les espaces silencieux de la pièce. La route du retour sera fermée d'ici demain matin, dit Colton. Il le dit comme une déclaration de fait, pas une invitation. Je sais, dit Martha. Il y a une chambre à l'arrière. Elle est petite, mais le lit est bon et il y a du bois dans la caisse. Martha posa sa tasse. J'apprécie. Il hocha la tête. Il regarda le feu un moment, puis il la regarda. Booth est venu vous voir aujourd'hui, dit-il, avant mon arrivée. Ce n'était pas une question. Oui, dit-elle, il a proposé d'acheter la terre. Il l'a fait. Colton resta silencieux un moment. Qu'a-t-il offert? Il a dit que c'était un chiffre juste. Je n'ai pas regardé le papier assez longtemps pour voir le chiffre. Colton regarda de nouveau le feu. Sa mâchoire était serrée, de la manière d'un homme qui réfléchit à quelque chose qu'il a déjà réfléchi et auquel il n'a pas encore trouvé de réponse claire. Il reviendra, dit Colton. Je sais, dit Martha. Près du bord de la ville, plus tôt ce jour-là, un garçon mince dans un grand manteau s'était tenu devant la banque de Booth. Martha l'avait remarqué. Le même garçon du marché, celui à qui elle avait donné du pain, Danny Marsh, observant la porte de la banque avec l'immobilité particulière d'un enfant qui a appris à remarquer les choses tranquillement. Elle n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque, elle y pensait maintenant. Elle posa sa tasse de café et regarda l'arbre dans le coin, la lanterne brûlant toujours dans ses branches, toute la pièce sentant le pain et le feu, et le calme particulier d'une maison qui n'avait pas célébré depuis longtemps et qui commençait lentement à se souvenir comment faire. « J'aimerais savoir ce que vous savez sur lui, dit-elle, quand vous serez prêt à le dire. » Colton la regarda. Un long moment passa entre eux, pas inconfortable, mais lourd. « Demain matin, dit-il. » Martha hocha la tête. C'était juste. Certaines choses avaient besoin de la lumière du jour. Elle alla dans la chambre du fond, s'allongea sur le lit étroit et remonta la courte pointe jusqu'à son menton. Le feu dans l'autre pièce crépitait et se tassait. Le vent pressait contre les murs. De quelque part dans la maison, elle pouvait entendre la respiration lente et régulière d'Ellie à travers la mince cloison. Martha resta éveillée longtemps, pensant à la cicatrice sur le poignet de l'enfant, à la voix calme de Booth sur la place froide, à la façon dont Colton Reed l'avait regardé avant de regarder l'arbre, à un garçon dans un grand manteau debout devant une banque, observant une porte. Quelque chose approchait. Le sentiment de cela s'installa dans sa poitrine comme une pierre dans une eau calme,
immobile, spécifique, impossible à ignorer. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître les événements déjà en marche, roulant déjà vers un point qu'elle ne pouvait pas encore voir. Elle ferma les yeux. Elle dormit. Martha se réveilla au son du bois qu'on fendait. Elle resta immobile un moment, s'orientant par rapport au plafond inconnu, aux poids inconnus de la courte pointe, à l'odeur de pain et de fumée de poêle venant à travers le mur. Puis elle se souvint où elle était et pourquoi, et elle s'assit et enfila sa robe et ses bottes à la lumière grise qui filtrait par la petite fenêtre. Dehors, la neige avait cessé de tomber pendant la nuit. Le monde au-delà de la vitre était blanc et immobile, le genre d'immobilité qui suit une forte chute, quand tout est assourdi et que le seul son est le bruit net et régulier d'une hache frappant du bois gelé. Carlton était dans la cour, travaillant à la fente près du mur de la grange, se déplaçant avec le rythme méthodique d'un homme qui avait fait cette tâche particulière 10 000 fois et n'avait plus besoin d'y penser. Dans la pièce principale, Ellie était assise à la table avec une tasse d'eau en étain et un morceau de charbon de bois, dessinant quelque chose au dos d'un vieux morceau de papier. Elle leva les yeux quand Martha entra et son regard était le même que la nuit précédente. Direct, observateur, pas hostile. « Il y a du café », dit Ellie. Elle fit un signe de tête vers le poêle. « Merci », dit Martha. Elle se versa une tasse et se tint à la fenêtre, regardant Colton dans la cour. La lumière du matin était plate et blanche, et son souffle sortait en nuages réguliers à chaque coup de hache. Le bois fendu tombait net et droit. Il avait déjà construit une pile haute de la moitié de sa taille. Martha regarda l'arbre dans le coin. À la lumière du matin, sans la lanterne allumée, c'était toujours un bel arbre, touffu et sombre, et se tenant exactement comme il devait se tenir. Le seau d'eau à sa base avait tenu. Les branches n'étaient pas tombées. On aurait dit qu'il avait toujours été dans ce coin, comme si la pièce avait été arrangée autour de lui plutôt que l'inverse. Elle pensa à Thomas. Elle ne s'était pas beaucoup permis de penser à lui hier. Il y avait eu trop de choses à gérer. Mais ce matin, dans le calme, elle se permit de penser au matin où elle s'était tenue dans la cour, la bêche à la main, et avait déterré son arbre. Elle s'était dit que c'était pratique. C'était pratique, mais elle savait aussi que la praticité n'avait pas été toute la vérité. Elle n'avait pas été prête à le laisser partir. Elle s'y était accrochée pendant 11 ans, à travers 2 mauvais étés et les 2 ans depuis la mort de Thomas. Et puis, en une matinée, elle l'avait déterré, chargé sur une charrette et parcouru 6 miles pour le vendre à des étrangers. Elle avait fait cela, et il avait fini ici, dans la maison d'un homme qu'elle ne connaissait pas, avec un enfant qui n'avait jamais eu d'arbre auparavant, avec une lanterne brûlant dans ses branches et le visage d'Ellie s'ouvrant à la lumière. Elle n'avait pas encore trouvé le moyen de décider si c'était une perte ou non. La porte s'ouvrit et Carlton entra, tapant la neige de ses bottes, posant la hache contre le mur. Il regarda Martha à la fenêtre et Ellie à la table, puis il alla au poêle, se versa du café et s'assit. Il y eut un bref silence. Ellie continuait de dessiner. Le feu crépitait. « Vous avez dit demain matin, » dit Martha. Colton leva les yeux. Il posa lentement sa tasse. Il regarda Ellie. « Va voir les chevaux, dit-il. Prends ton manteau. » Ellie leva les yeux de son dessin. Elle posa le charbon de bois, plia le papier avec une précision prudente et habituelle, et enfila son manteau et ses bottes sans un mot. La porte se referma derrière elle. Colton mit ses 2 mains autour de sa tasse et regarda la table un moment. « Que savez-vous de la façon dont Booth mène ses affaires ?» dit-il. « C'est la banque, » dit Martha. « Il détient des billets à ordre sur la plupart des fermes de la vallée. Thomas avait un prêt avec lui, un petit, contracté l'année avant qu'il ne tombe malade. » « C'est ce que la plupart des gens savent, » dit Colton. « La partie qu'ils ne savent pas, c'est le grand livre. » Il fit une pause. Martha attendit. « Booth tient 2 jeux de livres, » dit-il. Le officiel, celui qu'il montrerait à un inspecteur du comté s'il en venait un, ce qu'ils ne font pas, et un second. Le second a les vrais chiffres, des frais qui n'existent pas dans les papiers de prêt originaux, des intérêts qui se composent de manière dont les emprunteurs n'ont jamais été informés, de petites sommes ajoutées au fil du temps, chacune facile à manquer, chacune documentée de la main de Booth comme des frais bancaires légitimes. Il la regarda. Au moment où la plupart des gens réalisent que le chiffre a dépassé ce qu'ils peuvent payer, ils sont déjà en retard. Et une fois que vous êtes en retard à la banque de Booth,
La seule issue est de vendre. Martha garda son visage impassible. Cela peut-il être prouvé? Le second grand livre peut être prouvé si quelqu'un peut l'obtenir. Il regarda sa tasse. J'essaie de l'obtenir depuis 2 ans. Martha l'étudia. Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait 2 ans, la platitude, la façon dont cela atterrissait dans la pièce, qui lui disait que ce n'était pas un intérêt général. C'était personnel. Pourquoi vous? Dit-elle. Colton posa sa tasse. Il regarda la fenêtre un moment avant de répondre. Le regard d'un homme choisissant par quelle partie d'une longue histoire commencer. Il y a 2 hivers, Ellie a eu une forte fièvre, dit-il. Je suis allé en ville pour le médecin. Une pause. Les mots suivants sortirent mesurés, chacun placé avec soin. L'homme de Booth à la banque m'a dit que le médecin avait été appelé ailleurs. Pas disponible. Martha attendit. Le temps que je trouve un médecin dans le comté voisin et que je revienne, la fièvre était tombée d'elle-même, dit-il. Elle a survécu. Mais avant d'atteindre qui que ce soit, j'avais utilisé un fer médical pour essayer de faire baisser la fièvre. C'est la cicatrice. Sa voix ne portait aucune émotion qui puisse être nommée, mais elle portait un poids, le poids d'une chose vécue et non déposée. J'ai découvert plus tard que le médecin de Melaven avait été disponible tout le temps. Booth lui avait dit de ne pas se déplacer pour les demandes au-dessus de la crête tant que certains comptes en suspens n'étaient pas réglés. Martha le regarda fixement. Booth a refusé un médecin à votre fille, dit-elle. Il l'a utilisé pour me rappeler que je travaillais sur son territoire, dit Colton. À l'époque, il ne savait pas pourquoi j'étais là. Il le sait maintenant. Il regarda le feu un moment, puis de nouveau elle. Cela a changé ce que j'étais prêt à faire. Cela a changé le calendrier. Martha encaissa cela. Elle tourna sa tasse une fois sur la table, lentement, donnant à l'information le poids qu'elle méritait avant de parler. Le billet sur ma propriété, dit-elle finalement. Celui qui arrive à échéance dans 9 jours. Thomas l'a contracté 2 ans avant de mourir. J'ai toujours pensé que le chiffre était plus élevé que ce dont je me souvenais qu'il avait dit, mais j'étais en deuil et j'ai mis ça sur le compte de ma propre confusion. Il est probablement plus élevé que ce qu'il a accepté, dit Colton. Et l'acte lui-même, l'acte est toujours à votre nom. L'hypothèque donne à Booth le droit de réclamer le prêt, mais pas de prendre la propriété sans une procédure judiciaire. Il a besoin que vous signiez volontairement ou il a besoin qu'un tribunal se range de son côté. Il ne veut pas de la procédure judiciaire trop lente, trop visible, et un juge de comté pourrait poser des questions sur les documents de prêt. Il fit une pause. C'est pourquoi il est venu vous voir sur la place. Il veut que vous signiez avant que ça n'aille aussi loin. Martha le regarda fixement. Et vous avez observé tout cela. Je suis revenu à Melaven il y a 8 mois, dit-il. J'ai pris du travail sur la crête nord parce que cela me gardait proche sans être remarqué. J'ai dressé un tableau de la façon dont Booth opère, quelle ferme il a mise sous pression, quelles familles ont déjà signé, où va l'argent après qu'il a acquis la terre. Sa voix resta égale, mais en dessous courait un courant qui coulait depuis longtemps. Il a fait ça dans 3 autres villes avant celle-ci. Personne n'a jamais pu le faire tenir en justice parce que les gens à qui il prend n'ont pas ce qu'il faut pour se battre. De quoi ont-ils besoin? Dit Martha. Les documents de prêt originaux, le second grand livre, et quelqu'un qui peut montrer un schéma. Il fit une pause. Et un témoin, quelqu'un qui était présent pour quelque chose que Booth préférerait ne pas avoir été vu. La porte s'ouvrit et Ellie revint, de la neige sur ses bottes et les joues rouges de froid. Elle comprit la situation en un coup d'œil, comme le font les enfants qui ont appris que les conversations ont des textures, et alla tranquillement accrocher son manteau. Martha la regarda, la manche légèrement relevée par le retrait de son manteau, le bord de la cicatrice visible au-dessus du poignet. La cicatrice sur son poignet, dit Martha. Elle garda la voix basse. Colton regarda le dos de sa fille. Une seule chose traversa son visage, brève, contrôlée, familière pour lui à la manière d'un chagrin porté si longtemps qu'il ne s'annonce plus. « Je vous l'ai dit, dit-il doucement. La fièvre, le fer. » Martha hocha la tête une fois. Elle ne demanda plus. La réponse était déjà dans la pièce. La pièce était silencieuse, à l'exception du feu. Ellie s'était rassise à la table avec son dessin. Elle travaillait le charbon de bois par petits traits prudents, sans lever les yeux. Sur le papier devant elle, Martha pouvait maintenant voir ce qu'elle avait dessiné. Un arbre, droit et touffu,
avec un petit carré de lumière suspendu à l'une de ses branches, une lanterne dans un arbre. Martha le regarda un long moment, puis elle posa sa tasse et regarda Colton. Thomas gardait une boîte en fer blanc, dit-elle. Sur l'étagère au-dessus du feu. Il y a une lettre dedans, de son écriture. Il m'a dit avant de mourir de ne l'ouvrir que si quelque chose arrivait à la terre. Elle fit une pause. Je ne l'ai pas ouverte. Colton s'immobilisa. Cette lettre est peut-être ce dont nous avons besoin, dit-il. Ou ce n'est peut-être rien, dit Martha. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle existe. Elle existe. Il la regarda un moment, puis il hocha la tête une fois, lentement, de la manière dont un homme hoche la tête quand quelque chose qu'il attendait arrive enfin. Alors nous devons l'obtenir, dit-il. Martha quitta la cabane de Colton après le petit déjeuner. Le ciel s'était dégagé pendant la nuit, et la matinée était vive et claire, la neige réfléchissant le bas soleil d'hiver d'une manière qui faisait paraître tout plus froid que ça ne l'était. Elle avait mieux dormi que depuis des semaines. Elle avait bien mangé. Elle avait appris des choses qui réorganisaient la forme des 2 dernières années dans son esprit. De la même manière que déplacer un meuble peut changer toute la logique d'une pièce. Le retour à pied prendrait 2 heures dans la neige tassée. Elle partit sans tarder. Colton avait proposé de l'accompagner à cheval. Elle avait refusé. Elle avait besoin de réfléchir, et elle réfléchissait mieux en mouvement et encore mieux en mouvement seul. Au de plus, quelqu'un devait rester avec Ellie, et la route était assez dégagée en plein jour. Elle le remercia pour la nourriture, la chambre et l'honnêteté, et elle partit. Elle parcourut les 9 miles jusqu'à sa propriété, le manteau boutonné jusqu'au cou, et l'esprit travaillant sans relâche sur tout ce que Colton lui avait dit. Le double grand livre, les derniers jours de Thomas, le cavalier descendant de sa propriété dans le noir, le médecin à qui on avait dit de rester à l'écart. Le schéma que Booth avait appliqué dans 3 autres villes avant celle-ci. La même méthode, la même patience, la même pression silencieuse appliquée par la dette et les délais jusqu'à ce que la terre soit transférée, que la famille déménage et que la vallée oublie qu'il y ait jamais eu de litige. Il l'avait fait avant, il le faisait maintenant, et il avait l'infrastructure pour continuer à le faire. La banque, le siège au conseil, l'autorité lentement accumulée de 18 ans au même endroit, prêtant de l'argent à des gens qui en avaient besoin, et attendant le moment où le besoin serait plus grand que la capacité de rembourser. Ce qui rendait Booth efficace, Martha le comprit, n'était pas la cruauté, c'était la patience. Il ne vous attaquait pas d'un coup. Il vous attaquait sur des années, par petites touches, dans le langage silencieux des contrats, des frais et des délais, jusqu'à ce que la pression soit partout et qu'il n'y ait aucun moment précis que vous puissiez désigner comme le moment où tout a changé. À ce moment-là, tout avait déjà changé. À ce moment-là, vous étiez déjà en retard, déjà fatigué, calculant déjà non pas si vous pouviez gagner, mais combien vous alliez perdre. Elle était en retard depuis 2 ans sans connaître toutes les dimensions du terrain sur lequel elle se tenait. Elle les connaissait maintenant. La propriété des Hale apparut du haut de la dernière colline. D'abord la cabane, puis la cour, puis la clôture sud qui longeait le bord inférieur de la propriété, là où la terre descendait vers le ruisseau. Martha avait construit cette clôture elle-même l'été après la mort de Thomas, coupant et fendant les traverses à partir de bois morts au bord de la lisière des arbres. Cela lui avait pris la majeure partie de juin et juillet. Elle en avait été fière. C'était une clôture droite, bien posée, du genre qui tiendrait 20 ans. Le long de l'intérieur de cette clôture, sur une ligne allant du coin sud-est à l'endroit où la clôture rejoignait la cour de la cabane, elle avait planté des jeunes plants, 15 d'entre eux. Elle les avait fait pousser à partir des graines de Thomas, collectées sur les cônes du grand sapin avant qu'ils ne soient plantés, stockées dans un sachet en papier qu'elle avait trouvé dans son manteau le printemps après sa mort. Elle les avait fait germer dans des boîtes de café sur le rebord de la fenêtre, les avait transférés en terre ce 1er avril chaud et s'en était occupée pendant 2 saisons de croissance. Ils avaient 2 et 3 ans. Le plus grand mesurait près de 4 pieds. Ils n'étaient pas encore impressionnants. Ils étaient maigres et jeunes et ressemblaient plus à des bâtons sombres qu'à des arbres en hiver, mais ils étaient vivants et ils poussaient, et dans 5 ans, ils auraient été quelque chose qui valait la peine d'être eu. Martha s'arrêta au sommet de la colline et regarda la ligne de clôture. Quelque chose dans sa forme n'allait pas. Elle resta très immobile et regarda plus attentivement. Puis elle descendit la colline, traversa le portail de la cour et longea la clôture sud
jusqu'à l'endroit où se trouvaient les jeunes plants. Ils étaient coupés, tous les 15, coupés net à la baie, à 6 pouces du sol. La coupe était lisse et délibérée, une lame tranchante pressée droit vers le bas plutôt que sciée, non cassée par le vent ou les animaux. Un travail délibéré. Quelqu'un était venu sur cette propriété, avait marché le long de la clôture dans la neige et avait coupé chaque jeune plant au ras du sol, un par un. Ils gisaient dans la neige à côté de leurs souches, les branches encore vertes, commençant déjà à geler dans l'air froid. Certains d'entre eux avaient été renversés par la chute et gisaient les uns sur les autres en un tas lâche, mince et pâle contre la neige blanche. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air très petits. Martha se tenait à côté d'eux et son immobilité était celle d'une femme absorbant un message, pas un coup. Elle avait déjà été frappée. C'était différent. C'était un langage délibéré, parlé dans le seul dialecte que Booth ait jamais utilisé, le langage de ce qu'il pouvait prendre. Elle reconnut cela pour ce que c'était, non pas un acte de vandalisme aléatoire, mais un message délivré avec précision à la chose spécifique qu'elle avait et que Booth n'avait pas encore prise. Ce n'étaient pas les vieux arbres. C'était la génération suivante, l'avenir de la propriété. Booth n'avait pas encore pris sa terre, mais il avait abattu son avenir. Et il l'avait fait pendant qu'elle était absente pour qu'elle le trouve en rentrant seule. Il voulait qu'elle ressente ce que c'était que de rentrer chez soi et de trouver quelque chose qui ne pouvait pas être défait. Elle comprit la leçon qu'il lui enseignait. Elle la comprit pleinement. Elle s'agenouilla dans la neige à côté du jeune plant le plus proche, l'un des 3 ans, celui qui avait été le plus vigoureux, celui qu'elle avait secrètement pensé être le premier prêt. Et elle regarda la coupe à sa base. Nette, faite par quelqu'un qui savait manier une lame, faite rapidement, sans hésitation, sans aucune marque de lutte ou de remords dans la neige autour. Professionnelle, elle se releva. Il y avait un morceau de papier épinglé au poteau de clôture au coin sud. Elle ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent car il était plié en 2, puis encore en 2, et épinglé à plat pour que le vent ne l'emporte pas. Elle le détacha et l'ouvrit. 4 mots, pas de signature. L'offre se termine vendredi. Vendredi était dans 4 jours. Martha plia le papier une fois et le mit dans la poche de son manteau avec les 4 $ en argent de Booth. Elle regarda la ligne de souche le long de la clôture. Puis elle se tourna et se dirigea vers la cabane. À l'intérieur, rien n'avait été dérangé. Le poêle était froid, mais la cabane était intacte. Pas de serrure cassée, pas de meubles renversés, rien de fouillé ou de pris. Il s'agissait uniquement de l'extérieur, de ce qu'elle pouvait voir en rentrant, du message qui pouvait être délivré sans franchir la ligne légale d'entrée. Booth était un homme qui comprenait exactement à quelle distance d'une ligne il pouvait se tenir. Il se tenait juste à l'extérieur depuis 18 ans. Martha alluma le poêle. Elle mit de l'eau pour le café. Elle s'assit à la table et laissa le silence de la cabane s'installer autour d'elle. Puis elle regarda l'étagère au-dessus de la cheminée. La boîte en fer blanc était là, où elle avait toujours été. En métal gris, légèrement cabossée sur un coin, avec un loquet qui coinçait et qu'il fallait presser sous un certain angle pour l'ouvrir. Elle l'avait regardé de nombreuses fois au cours des 2 dernières années. Elle l'avait ouverte 2 fois, une fois pour trouver la copie de l'acte lorsque la banque de Booth l'avait contactée pour la première fois au sujet du prêt, et une fois pour inventorier les papiers de Thomas dans les semaines qui ont suivi sa mort. Les 2 fois, elle avait vu la lettre. Les 2 fois, elle l'avait laissée où elle était. Thomas lui avait dit 2 choses à propos de cette lettre dans la dernière semaine avant sa mort, quand il pouvait encore parler clairement. Il lui avait dit qu'elle était écrite de sa propre main et qu'elle concernait la terre. Et il lui avait dit « Pas à moins que tu en aies besoin ». C'était sa formulation « Pas à moins que tu en aies besoin », comme s'il avait su ou craint qu'un temps pourrait venir. Elle avait passé 2 ans à ne pas en avoir besoin. Elle se leva, prit la boîte en fer blanc de l'étagère et se rassit à la table. Elle pressa le loquet au bon angle et l'ouvrit. La lettre était là, entre la copie de l'acte et les registres d'arpentage, ou là où le registre d'arpentage aurait dû être, dans l'espace où un document manquait. Elle prit la lettre. L'écriture de Thomas à l'extérieur, un seul mot, « Martha ». Elle la retourna et regarda le sceau. Un simple pliage. Le bord du papier rentré dans son propre pli, ni ciré, ni lié.
Le sceau d'un homme qui n'avait pas eu le temps ou les matériaux pour la formalité, mais qui avait voulu que la lettre reste fermée jusqu'au bon moment. Elle la tourna une fois dans ses mains, puis elle la posa sur la table, toujours scellée. Le poêle crépita et commença à réchauffer la pièce. L'eau du café commençait à fumer. Dehors, à travers la fenêtre, elle pouvait voir le bord supérieur de la clôture sud et la ligne de souche le long de celle-ci. De petites marques sombres sur la neige blanche. Elle but son café. La lettre était posée en face d'elle comme un témoin patient. Elle pensa à ce que Colton lui avait dit. Le cavalier descendant de cette propriété dans le noir. Thomas, dans sa confusion finale, demandant la boîte de l'acte, le registre d'arpentage qui avait disparu. Le montant du prêt était plus élevé que ce que Thomas avait dit. Un document signé dans ces 11 derniers jours que personne n'avait jamais produit, car il n'était pas destiné à être produit, seulement à exister quelque part dans le second grand livre de Booth comme moyen de pression. Thomas avait su que quelque chose n'allait pas. C'était la seule explication pour la lettre. Il avait été malade et confus, mais quelque part sous la confusion, il avait su. Et il avait fait la seule chose qu'il pouvait encore faire. Il avait écrit quelque chose, l'avait enfermé dans la boîte et lui avait dit « Pas à moins que tu en aies besoin ». Elle en avait besoin maintenant. Elle prit la lettre, le sceau tenait. Elle la regarda un long moment, puis elle la glissa dans la poche de son manteau, non ouverte. Pas ici, pas seul. Thomas l'avait écrite dans un but, et ce but méritait une table convenable, une lampe convenable, et au moins une autre personne qui comprenait ce qui était en jeu. Elle remit la boîte en fer blanc sur l'étagère. Elle ferma le clapet du poêle, enfila son manteau et ses bottes, et sortit dans le froid. Les 9 miles de retour à la cabane de Colton la prendraient jusqu'à bien après la tombée de la nuit. Elle se mit en marche. Ses pieds trouvèrent la route dans la neige tassée, et elle s'installa dans le rythme régulier auquel elle avait appris à faire confiance au cours des 2 dernières années. Le rythme qui couvrait du terrain sans s'épuiser. Le rythme d'une femme qui avait appris que l'endurance, silencieuse, régulière et sans éclat, valait plus que toute la vitesse qu'elle aurait pu gérer dans les premières années, quand elle croyait encore que l'urgence était la réponse à la plupart des problèmes. Elle marcha. Le soleil passa sous la ligne de crête et le froid s'intensifia. Les étoiles apparurent au-dessus de la limite des arbres, les étoiles claires et dures d'une nuit d'hiver en altitude, du genre qui semblait assez proche pour être touchée. Martha garda les yeux sur la route et la main sur la lettre dans sa poche, sentant ses bords à travers la laine. La lettre resta fermée. La lire seule dans le noir, sur une route qui ne menait nulle part d'utile, aurait été un gaspillage. Thomas ne l'avait pas écrite pour l'obscurité. La crête nord apparut devant. La fenêtre de la cabane éclairée contre l'obscurité. Elle monta les marches et frappa. La porte s'ouvrit. Colton se tenait dans l'embrasure, la regardant, l'état de son manteau, la neige séchée sur ses bottes, l'expression sur son visage qu'elle n'avait pas arrangée en autre chose que ce qu'elle était. Derrière lui, dans le coin, le sapin se tenait avec sa lanterne toujours allumée. « Ils ont coupé mes jeunes plans, » dit Martha. Sa voix était égale. Tous les 15, et ils ont laissé un mot. Il ne dit rien pendant un moment. Il regarda la poche de son manteau, le léger poids là, et son expression changea juste une fois en quelque chose qu'elle ne put nommer immédiatement. Puis il recula. « Entrez, dit-il. » Elle franchit le seuil dans la chaleur de la cabane, les mains toujours sur la lettre, et la porte se referma derrière elle contre le froid. Ellie dormait déjà quand Martha entra. La cabane était chaude, le poêle tenant encore du feu du soir, la lanterne dans l'arbre brûlant bas, mais de manière stable. Colton n'était pas allé se coucher. Il était assis à la table avec une tasse de café et une carte pliée étalée sous ses mains. Et quand Martha entra, il la regarda de la même manière qu'il l'avait regardée cette première nuit sur la place. Non pas avec surprise, mais avec l'attention d'un homme qui attendait quelque chose et qui observait maintenant sous quelle forme cela était arrivé. Martha sortit la lettre de la poche de son manteau et la posa sur la table entre eux. Il la regarda, l'écriture de Thomas à l'extérieur. Ce seul mot, Martha, écrit dans l'écriture soignée d'un homme dont les mains avaient déjà commencé à trembler aux articulations. « L'avez-vous ouverte » dit-il. « Non » dit-elle. « J'ai attendu. » Elle s'assit en face de lui. Le feu crépitait dans le poêle. De derrière la cloison, on entendait le son lent et régulier du sommeil d'Ellie. Martha prit la lettre et rompit le pli sur le bord.
le simple sceau que Thomas avait utilisé. Le papier, maintenant ramolli par 2 ans de changement de température sur l'étagère au-dessus du feu. La lettre à l'intérieur faisait 2 pages, écrite des 2 côtés de la main de Thomas. L'écriture était plus petite que d'habitude, serrée, comme s'il avait été conscient de tout ce qu'il avait à dire, et du peu d'espace et de temps qu'il avait pour le faire. Par endroits, les lignes penchaient légèrement, comme l'écriture penche quand la main est fatiguée ou douloureuse. Elle aplatit les 2 pages sur la table et lut. Elle la lut une fois rapidement, comme on lit quelque chose dont on a peur. Puis elle retourna au début et la relut lentement, son doigt se déplaçant sous chaque ligne comme si le contact confirmait que les mots étaient réels. Quand elle eut terminé la 2e fois, elle posa les piges, se renversa dans sa chaise et regarda le plafond. « Qu'est-ce qu'elle dit Colton. Elle le regarda. Puis elle prit la première page et commença à la lire à voix haute, sa voix stable et basse pour ne pas réveiller Ellie. Thomas l'avait écrite dans la dernière semaine claire de son esprit, avant que la fièvre ne dépasse le point où la pensée était possible. Il savait ce qui se passait. Il avait compris, avec la clarté particulière qui vient parfois aux hommes malades près de la fin, que la confusion dans son esprit n'allait pas se dissiper à temps pour qu'il puisse gérer ce qui devait être géré. Alors il l'avait écrit. Près du haut de la première page, Thomas avait écrit « Je fais cela le premier matin. Je l'ai senti venir avant que la fièvre ne prenne ce qui reste de ma pensée. Je pourrais encore monter à cheval aujourd'hui. Je ne sais pas si je le pourrai demain. J'utilise cette journée. » Il avait écrit que l'homme de Booth était venu à la propriété 3 fois dans le mois avant que Thomas ne perde la capacité de gérer ses propres affaires. Que les 2 premières visites concernaient le prêt, des rappels de l'échéance, des offres de prolongation en échange de petites concessions. Que la 3e visite était venue quand Thomas était en proie à une forte fièvre, quand Martha était en ville pour des provisions, quand il n'y avait personne à la propriété sauf Thomas et l'ouvrier agricole qui dormait dans la grange, et qui, Thomas l'écrivit sans colère, avait été payé pour rester dans la grange. Thomas avait signé quelque chose lors de cette 3e visite. Il l'avait écrit clairement. « J'ai signé quelque chose. Je ne connais pas toute la portée de ce que c'était. Mon esprit n'était pas le mien. J'ai signé parce que j'avais peur de ce qui arriverait si je ne le faisais pas, et parce que je ne pouvais pas penser assez clairement pour comprendre ce que refuser me coûterait. Je suis désolé pour ça. » La voix de Martha ne se brisa pas sur cette phrase. Elle la lut comme elle avait été écrite, simplement, sans décoration. Thomas avait écrit une chose de plus sur la signature, et c'est pour cette chose que Colton se pencha en avant quand elle la lut à voix haute. Je ne pouvais pas l'empêcher d'avoir ma signature, mais je pouvais la marquer. Quiconque connaît mon écriture saura que la lettre T dans ma signature légale se termine toujours par une boucle ascendante sur le côté droit. La boucle que mon père m'a apprise. Quand je signe quelque chose que j'accepte, je la ferme vers le haut. Quand j'ai signé ce que l'homme de Booth m'a mis devant, j'ai fermé la boucle vers le bas. Je ne l'ai jamais fermée vers le bas en 40 ans de signature de mon nom. Martha, si tu vois mon nom sur un document et que le T se ferme vers le bas, ce document n'est pas un que j'ai signé volontairement. Martha posa la page. Colton était très immobile. Il a intégré un indice dans la contrefaçon, dit Colton, pas fort. Doucement, comme un homme parle quand il vient de comprendre quelque chose qui compte. Il savait que ça pourrait être utilisé contre moi, dit Martha. Il savait qu'il ne serait peut-être pas là pour expliquer, alors il m'a laissé un moyen de le prouver. Elle regarda la 2e page. Thomas avait écrit le reste en 2 sections. La première section décrivait un registre d'arpentage, l'arpentage original du terrain quand il avait déposé l'acte pour la première fois, un document qui établissait les limites exactes de la propriété, y compris le bois de la crête sud. Il en avait fait une copie avant que l'original ne disparaisse, ou avant qu'il ne soupçonne qu'il pourrait disparaître, et avait déposé cette copie au bureau des archives du comté à Harding, le siège du comté à 20 miles au nord, enregistré sous le nom du frère de Thomas, qui était mort depuis 15 ans, et dont le nom ne serait pas facilement relié à la propriété des Hale sans savoir qu'il fallait le chercher. La 2e section était plus courte. Elle était adressée directement à Martha, non pas comme partie du récit des événements, mais comme une lettre dans la lettre, la partie que Thomas avait gardée pour la fin, écrite d'une main différente de la documentation soignée ci-dessus. Les lignes étaient inégales, les mots étaient plus simples. Martha lut cette partie pour elle-même.
Ces mots lui appartenaient à elle seule. Quand elle eut terminé, elle plia les 2 pages précisément le long de leur pli d'origine et les remit dans la poche de son manteau. Il la regarda plier les pages et poser sa main à plat sur son manteau, et il comprit sans demander que ces mots n'étaient pas pour lui. La copie de l'arpentage à Harding, dit-il, c'est le document dont nous avons besoin. Oui, dit Martha. Et l'indice sur la signature, dit-il. Si Booth présente le document de transfert à l'audience du comté, nous pouvons examiner le T. Nous le pouvons, dit Martha, si quelqu'un qui connaissait l'écriture de Thomas est présent pour le confirmer. Colton la regarda fixement. Connaissez-vous quelqu'un à Millhaven qui connaissait assez bien son écriture pour en témoigner? L'institutrice, Madame Aldred, dit Martha. Thomas a aidé à construire l'école. Il a correspondu avec elle pendant 2 ans au sujet des plans de construction. Elle a ses lettres. Colton hocha lentement la tête. Alors nous devons lui parler avant vendredi. Il regarda la carte sur la table, puis de nouveau elle. Et nous devons aller à Harding demain matin pour la copie de l'arpentage. Je sais, dit Martha. Ils restèrent assis tranquillement un moment. Le feu avait baissé. La lanterne dans l'arbre n'était plus qu'une petite flamme stable, assez pour voir, pas assez pour éclairer beaucoup. Martha regarda l'arbre dans le coin et pensa pour la première fois depuis plusieurs heures à Thomas le plantant, au matin où il l'avait mis en terre, à ce qu'il n'avait pas dit. Puis elle regarda Colton. Elle le regardait différemment depuis qu'il lui avait raconté l'histoire du cavalier sur la route. Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait de ce matin-là. La platitude des détails, la précision du souvenir, la façon dont il avait décrit le rythme et la direction du cavalier, qui lui disait qu'il n'était pas passé par là pour un contrat de bois et qu'il avait remarqué par hasard. Il observait la propriété pour une raison. Il était arrivé à Millhaven il y a 8 mois pour une raison. Et la raison, elle commençait à le comprendre, ne concernait pas seulement Booth. « Quand étiez-vous sur cette route auparavant? » dit-elle. « Pas il y a 3 ans, avant ça. » Il la regarda. Ses mains étaient à plat sur la table. « Vous avez dit que vous étiez passé par Millhaven pour un contrat de bois il y a 3 ans, dit-elle. Mais vous connaissiez mon nom avant que je ne le dise sur la place. Vous saviez que l'arbre était celui de Thomas avant que je ne vous dise depuis combien de temps il était planté. Ce sont des choses qu'un étranger de passage ne sait pas. » Il resta silencieux. « Vous êtes déjà venu ici, dit-elle. Il y a plus longtemps que 3 ans. » Il regarda la table, puis il la regarda. « Il y a 14 ans, dit-il. En été, je travaillais sur un contrat d'arpentage dans les collines au nord d'ici. Mon cheval m'a jeté sur la route de la crête sud, une mauvaise plaque de schiste meuble, du genre qui bouge sans prévenir. Je suis tombé lourdement sur mon côté gauche. Le cheval s'est enfui. Il fit une pause. J'étais allongé sur la route, incapable de me lever, quand une femme est descendue de la route, venant de la direction de la propriété des Hale. Elle était forte, les cheveux sombres, probablement 30 ans à l'époque. Elle avait une charrette. Elle s'est arrêtée. Martha s'immobilisa. Elle est descendue de la charrette sans qu'on le lui demande, dit Colton. Elle a vérifié mes côtes. Elle savait comment le faire, comme on vérifie sans les outils d'un médecin. Elle m'a dit que 2 étaient fissurées, mais aucune n'était cassée. Elle m'a aidé à monter sur la charrette et m'a conduit sur 3 miles jusqu'à l'écurie de Millhaven, où elle a arrangé qu'un homme aille chercher mon cheval. Elle ne m'a pas demandé mon nom avant que nous soyons à l'écurie. Quand je le lui ai donné, elle a juste hoché la tête. Elle est partie avant que je puisse la payer. On m'a dit à l'écurie qu'elle était la femme de Thomas Hale et qu'elle vivait sur la propriété de la crête au sud de la ville. Il s'arrêta. La pièce était très silencieuse. J'étais un homme différent alors, dit-il. J'avais une femme. J'avais une vie dans les comtés du Nord. J'ai continué ma route, mais je me suis souvenu. Il la regarda directement, sans prétention. Quand Ellie est tombée malade et que j'ai découvert après coup ce que Booth avait fait, et quand j'ai commencé à retracer son schéma dans la vallée et que j'ai trouvé votre nom dans ses registres comme la prochaine propriété qu'il ciblait, je suis revenu. Une pause. Je suis revenu à cause de ce que vous avez fait sur cette route. Et parce que l'homme qui vous a maintenu assez pauvre pour avoir besoin de vendre l'arbre de votre mari est le même homme qui a empêché un médecin de voir ma fille. Et parce que certaines choses, quand on est assez proche pour les réparer, doivent être réparées. Martha le regarda longtemps. 14 ans. Elle se souvenait de cet été.
Elle se souvenait de l'homme sur la route, les côtes fissurées, le manteau déchiré à l'épaule, allongé immobile dans le schiste, comme s'il avait décidé que bouger aggraverait les choses. Elle se souvenait d'avoir vérifié ses côtes comme sa mère le lui avait appris. Elle se souvenait du trajet jusqu'à l'écurie. Elle n'y avait pas pensé depuis, pas spécifiquement, pas à l'homme lui-même, seulement à la façon dont l'après-midi avait été, à l'odeur de la poussière d'été sur la route, et au son du cheval tapant du pied dans la cour de l'écurie. Elle n'avait pas su son nom jusqu'à ce qu'il le donne à l'instant. « Je me souviens de vous », dit-elle. Ses yeux croisés en les siens, stables et sans prétention. « Votre manteau était vert », dit-elle. « Et vous n'avez pas fait un bruit quand j'ai vérifié les côtes, même si je pouvais sentir le point de rupture. La plupart des hommes auraient dit quelque chose. »« Ça ne semblait pas utile, dit-il. » Martha regarda le feu un moment, puis elle le regarda de nouveau. « Vous êtes revenu pour Ellie, dit-elle. »« Je suis revenu pour plusieurs raisons, dit-il. Mais oui, Ellie est d'abord. » Elle hocha la tête. Elle prit sa tasse de gamay, la trouva froide et la reposa. « Nous irons à Harding à la première heure, dit-elle. Je parlerai à Madame Aldred à notre retour et j'enverrai un mot à Booth pour lui dire que l'offre est refusée. » Colton la regarda fixement. « Si nous faisons cela, dit-il, il ne l'acceptera pas tranquillement. Ce qui est arrivé au jeune plan, c'était un avertissement. Quand il comprendra que l'offre est refusée et que vous avez des documents, il fera plus que couper des jeunes plans. »« Je sais, dit Martha. Êtes-vous certaine? » Elle le regarda. Son visage était composé et immobile, comme le visage de quelqu'un dont la décision a été prise il y a quelque temps et dont les mots ne font que confirmer ce que le corps sait déjà. « Thomas a planté cet arbre le matin de la naissance de notre premier enfant, dit-elle. Il a gardé la terre pour nous quand il n'y avait rien dessus qui vaille la peine d'être gardé. Il était malade et confus, et il a quand même trouvé un moyen de me laisser ce dont j'avais besoin pour me battre. » Elle fit une pause. « Je ne signe pas le papier de Booth. » Colton ne dit rien. Il la regarda un moment. Puis il hocha la tête une fois, court et final. Comme un homme hoche la tête quand un accord a été conclu qui ne nécessite pas de discussion supplémentaire. Il prit la carte de la table et la plia. « J'aurai les chevaux prêts avant l'aube, dit-il. » Martha regarda la lanterne dans l'arbre. Elle brûlait très bas maintenant, l'huile presque épuisée, la flamme à peine un fil, mais elle brûlait encore. Elle alla se coucher et ne resta pas éveillée cette fois. L'audience du comté eut lieu le vendredi matin dans la salle de réunion de Millhaven. Ce n'était pas un tribunal, pas une véritable cour de circuit avec un juge à plein temps et un greffier tenant un registre officiel. Ce que c'était en pratique, c'était la chose la plus proche que la vallée avait d'une procédure légale. Une audience du commissaire du comté tenue devant le commissaire Aldis Greer, un homme qui occupait ce poste depuis 11 ans et qui avait l'autorité de statuer sur les litiges de propriété, de valider ou de contester les dépôts d'actes et de renvoyer les affaires à la cour de circuit si les preuves l'exigeaient. La plupart des gens à Millhaven croyaient qu'il était fermement du côté de Booth. La plupart des gens n'avaient pas tort, mais Greer était aussi, à la base, un homme qui comprenait que sa position exigeait l'apparence d'une procédure et que l'apparence d'une procédure exigeait qu'il entende les deux parties avant de parvenir à une conclusion. Martha et Colton arrivèrent 20 minutes en avance. Le trajet jusqu'à Harding 2 jours auparavant avait pris 5 heures dans chaque sens, à travers une neige qui avait été tassée par un vent nocturne. Le greffier des archives du comté à Harding avait trouvé la copie de l'arpentage exactement là où Thomas l'avait déposée, au nom de James Hale, le frère décédé de Thomas, enregistré il y a 4 ans comme un addendum à une demande d'arpentage qui n'avait jamais été suivie parce qu'elle n'était jamais censée l'être. Elle était censée être conservée. Le greffier avait examiné le dépôt et confirmé qu'il était valide. Il avait donné à Martha une copie certifiée conforme sur papier officiel du comté, estampillée et signée. Le matin précédent, Martha et Colton avaient rendu visite à Madame Aldred à l'école. L'institutrice avait 60 ans, était petite et avait les yeux vifs. Elle avait écouté ce que Martha lui montrait, la lettre, l'explication de la boucle du thé, un échantillon de la correspondance ordinaire de Thomas. Et elle avait dit sans hésitation qu'elle avait gardé chaque lettre que Thomas lui avait écrite pendant la construction de l'école
et qu'elle pouvait identifier la variation de sa signature sans difficulté. Elle avait apporté 3 de ses lettres à l'audience dans la poche de son manteau. La salle de réunion se remplit lentement, pas avec toute la ville. Ce n'était pas un spectacle public, pas une session de tribunal officiel, et l'influence de Booth était telle que beaucoup de gens à Millhaven trouvaient des raisons d'être ailleurs le vendredi matin quand Booth avait des affaires devant le commissaire. Mais la salle n'était pas vide non plus. Une douzaine de personnes entrèrent et prirent place le long des murs. Le vendeur de grains Gideon Straw, qui avait dit à Martha de ramener son arbre chez elle, 2 fermières dont Martha connaissait les noms, mais dont elle n'avait pas vu les visages depuis les funérailles de Thomas, le propriétaire de la livrée, la femme qui avait touché la branche de l'arbre et s'était éloignée. Ils s'assirent tranquillement et ne se regardèrent pas. Booth arriva exactement à l'heure. Il entra avec son calme habituel, son manteau sombre et bien coupé, son chapeau enlevé à la porte. Il portait une maillette en cuir dans sa main gauche. Son regard se posa sur le commissaire Greer avec un bref signe de tête, et il prit sa place à la table sans saluer Martha. Son calme, nota Martha, était le même que d'habitude. Elle s'y attendait. La stabilité de Booth n'était pas jouée. Elle était structurelle, intégrée à la façon dont il abordait chaque rencontre, comme si le résultat était déjà décidé et qu'il n'était présent que pour la formalité. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est ce qui se passa 5 minutes avant le début de l'audience. La porte latérale de la salle s'ouvrit et le garçon entra. C'était le garçon mince du marché, celui à qui Martha avait donné son pain. Il portait le même manteau trop grand, les mêmes bottes à la semelle fendue, et il se déplaçait le long du mur du fond avec la démarche latérale prudente de quelqu'un qui s'attend à être renvoyé. Il trouva une place près du fond, se tint contre le mur et ne s'assit pas. Martha le regarda. Il la regarda. Puis il regarda le sol. Carlton, assis à côté de Martha, se pencha légèrement sans tourner la tête. « Savez-vous pourquoi il est là? » dit-il très doucement. « Non, » dit Martha. Elle classa l'information et regarda devant elle. Le commissaire Greer ouvrit l'audience en frappant 2 fois la table de sa paume. Il n'avait pas de marteau. Il énonça l'affaire. Un litige de propriété entre la Banque d'épargne et d'agriculture de Millhaven, représenté par son propriétaire, Harlan Booth, et Martha Hale, propriétaire de la propriété de Hale Ridge, concernant la validité d'un document de transfert de propriété et le statut de l'acte de propriété original. Booth parla le premier. Il exposa les faits calmement, méthodiquement, de la voix tranquille qu'il utilisait pour tout. La banque détenait un billet à ordre sur la propriété des Hale, maintenant en retard de 2 ans. La banque avait fait plusieurs offres de bonne foi pour résoudre la dette. Il avait, dit-il, également obtenu un document de transfert de propriété portant la signature de Thomas Hale, daté de la période de la dernière maladie de Thomas, qui transférait une partie des droits de coupe de bois de la propriété à la banque comme garantie. Il sortit le document de sa maillette et le posa sur la table. Le commissaire Greer l'examina. Il le passa à son greffier. « Madame Hale, dit Greer, il ne le dit pas méchamment, mais il le dit comme un homme qui connaît déjà la réponse qu'il a l'intention de donner. » Martha se leva. Elle présenta d'abord la copie certifiée de l'arpentage de Harding, le document que Thomas avait déposé au nom de son frère, qui établissait l'arpentage original des limites de la propriété et confirmait que la crête boisée faisait partie intégrante de l'acte principal, non séparable, comme garantie sans un transfert complet de l'acte. Le greffier l'examina. Le commissaire Greer l'examina. Il le posa à côté du document de Booth et les regarda tous les deux un moment. Puis il regarda Martha. « Un arpentage certifié établit des limites, Madame Hale, » dit-il, la voix mesurée. Il n'invalide pas en soi un document de transfert signé. Le papier de M. Booth porte un témoin et une date. Il regarda brièvement vers Booth. La position de la banque semble être en règle. Il posa les 2 papiers. Alors Martha prit le document de Booth. Elle regarda la signature en bas. Elle la regarda attentivement, comme elle avait regardé l'échantillon de lettres que Thomas lui avait laissé, comparant la boucle en haut du T majuscule. La boucle se fermait vers le bas. Elle tourna le document pour que Carlton puisse voir. Il regarda, sa respiration changea, lengtée, contrôlée, l'expiration d'un homme qui vient de voir quelque chose se confirmer. Elle reposa le document sur la table et regarda le commissaire Greer. « J'aimerais appeler Madame Aldred, dit-elle. Booth leva les yeux. Pour la première fois ce matin,
Quelque chose bougea dans son expression. Pas de l'alarme, pas encore, mais l'attention particulière d'un homme qui recalcule. Il regarda l'institutrice s'avancer. Il regarda les lettres qu'elle sortit de la poche de son manteau. Madame Aldred prit le document et les lettres d'échantillon et les posa côte à côte sur la table. Elle était précise et sans hâte. Elle montra le T majuscule dans la signature ordinaire de Thomas, les lettres qu'il lui avait écrites pendant 2 ans de correspondance, et elle décrivit la boucle ascendante sur le côté droit, constante dans chaque lettre, chaque année, chaque variation d'humeur ou d'occasion. Puis elle montra le T sur le document de transfert que Booth avait présenté. La boucle se fermait vers le bas. « J'ai enseigné la calligraphie pendant 31 ans, dit Madame Aldred. La boucle de la signature d'un homme ne s'inverse pas, ni dans la maladie, ni dans la confusion. La main peut trembler, les lettres peuvent être dérivées, mais une boucle qu'un homme a formée pendant 40 ans ne s'inverse pas. » Elle regarda le commissaire Greer. Cette signature est soit une contrefaçon, soit elle a été faite dans des conditions si extrêmes qu'elle constitue une absence fondamentale de consentement. La pièce était très silencieuse. Booth posa ses mains à plat sur la table. Son visage était toujours composé, mais la qualité de sa composure avait changé. C'était devenu la composure d'un homme qui maintient quelque chose en place, plutôt que celle d'un homme pour qui rien n'avait besoin d'être maintenu. « Le document a été attesté et signé, dit-il. Sa voix était toujours calme, toujours égale. Quoique Mme Aldred croie de la calligraphie, le document existe et il a été exécuté en présence de mon associé. Votre associé qui a rendu visite à un homme mourant pendant que sa femme était en ville, dit Martha. Booth la regarda. Madame Hale, l'état de Monsieur Hale au moment de la signature n'est pas en cause. Il est en cause, dit Martha. Elle sortit la lettre de Thomas de son manteau et la posa sur la table. Cette lettre a été écrite par Thomas Hale dans la dernière semaine de sa pleine clarté d'esprit. Elle décrit les 3 visites de votre associé à la propriété. Elle décrit ce que Thomas croyait avoir signé. Elle décrit l'état dans lequel il se trouvait quand il l'a signé. Et qu'elle décrit l'indice qu'il a intégré à sa signature pour ce document spécifique. Un indice qui existe sur le document que vous venez de placer devant ce commissaire. Booth regarda la lettre, les mains toujours à plat sur la table, pressées un peu plus fort contre la surface. « N'importe qui peut écrire une lettre, dit-il. N'importe qui peut faire une réclamation sur ce qu'un homme mort avait l'intention de faire. »« La lettre est de la main de Thomas Hale, » dit Mme Aldred de sa place à côté de la table. Elle n'avait pas été renvoyée. « Je connais son écriture. Cette lettre est la sienne. » Silence. Le garçon mince au fond de la pièce bougea. Il se déplaça le long du mur vers le centre de la pièce. Puis il s'arrêta et leva la main, le geste maladroit et incertain d'un enfant dans une salle de classe, la seule façon qu'il connaissait pour demander la parole. Le commissaire Greer le regarda. « Qui êtes-vous? »« Daniel Marsh, » dit le garçon. Sa voix était mince, mais elle ne tremblait pas. « Je dors à l'écurie. Monsieur Booth m'a donné de l'argent cette semaine pour surveiller la propriété de la veuve et lui dire quand elle partait et quand elle revenait. » La salle bougea, pas bruyamment, un changement de posture et de souffle le long des murs. Le mouvement spécifique de personnes réalisant qu'elles assistent à quelque chose dont on leur demandera de parler plus tard. Booth se tourna et regarda le garçon. C'était la première fois ce matin que Martha voyait le visage de Booth montrer quelque chose d'incontrôlé. Juste un instant, moins d'1 seconde, un éclair de quelque chose de froid et de vif qui n'était pas de la colère, mais qui s'en approchait. Daniel Marsh garda les yeux sur le commissaire. « J'ai vu 2 hommes aller sur sa propriété mercredi soir, dit-il. Ils avaient une hache et une scie. Je les ai vus couper les arbres le long de la clôture sud. Je les ai comptés, 15 arbres. J'ai vu un des hommes épingler un papier au poteau de la clôture avant de partir. » Il fit une pause. « Un des hommes travaille à la banque de M. Booth. Je l'ai déjà vu là-bas. Il s'appelle Callum. Il s'occupe parfois du cheval de M. Booth. » Martha entendit la salle autour d'elle, les bruits de gens s'avançant, les bruits de bottes se déplaçant sur le sol, le bruit de la chaise de Gideon Straw qui grinça légèrement alors qu'il se tournait vers la personne à côté de lui. Le commissaire Greer regarda Booth. Les mains de Booth quittèrent la table. Il prit sa maillette et la posa sur son genou. Il regarda le commissaire Greer avec son expression égale habituelle,
Mais l'égalité avait maintenant une qualité mécanique, la qualité de quelque chose maintenu par l'effort plutôt que par la nature. Le garçon est un enfant des rues, dit Booth. Il n'a aucune crédibilité. Il a répondu à une question que je ne lui ai pas encore posée, dit Greer. Il le dit doucement. La platitude de sa voix était différente maintenant. Non pas la platitude d'un homme gérant la salle en faveur de Booth, mais la platitude d'un homme à qui on vient de donner la permission d'arrêter. Je ne lui ai pas posé de questions sur les arbres. Booth ne dit rien. Le document est suspect, dit Greer. Il prit l'acte de transfert de Booth et l'examina une fois de plus. Il le reposa. La copie de l'arpentage déposée à Harding est valide et certifiée et établit que l'acte principal est incontesté. Les preuves de signature soulèvent des doutes importants sur la validité du document de transfert. Et le témoignage de ce garçon, quel que soit son poids juridique, introduit une question sur la conduite de la banque que je n'ai pas l'autorité d'ignorer. Il regarda Booth fixement. Je renvoie cette affaire à la cour de circuit. Le document de transfert est suspendu en attendant un examen complet. Le billet à ordre sur la propriété des Hale est également suspendu en attendant un audit du grand livre des prêts de la banque. Il regarda Martha. Madame Hale, votre acte reste tel que déposé. Martha ne bougea pas un instant. Elle se tenait à la table, les mains le long du corps et le dos droit, et elle regarda le commissaire Greer, puis la salle autour d'elle, les gens le long des murs, Madame Aldred, Daniel Marsh, debout près du centre de la pièce, les mains le long du corps. Et elle laissa les mots s'installer en elle lentement, comme l'eau s'installe dans un sol sec, pas d'un coup, progressivement, de l'extérieur vers l'intérieur. Booth se leva, il prit sa maillette, il se dirigea vers la porte à son rythme habituel, et la salle lui laissa de la place pour passer. Ses yeux restèrent fixés devant lui, n'évitant rien, juste fini. Il ouvrit la porte, sortit, et la porte se referma derrière lui. La salle resta silencieuse un instant de plus. Puis Gideon Straw, de sa chaise le long du mur, laissa échapper une longue et lente respiration par le nez, le son d'un homme qui retenait quelque chose depuis un moment. Il ne dit rien, mais hocha la tête une fois. De la manière dont une personne hoche la tête quand une chose qu'elle attendait est enfin arrivée. Martha regarda Daniel Marsh. « Comment savais-tu que ça allait arriver? » dit-elle. Il regarda ses bottes un moment. Puis il leva les yeux. « Vous m'avez donné votre pain, dit-il, quand vous n'en aviez plus pour vous. » Il fit une pause. « Je me suis dit que je vous devais quelque chose en retour. » Martha le regarda un moment. Puis elle dit, « Viens à la propriété lundi. J'ai du travail à faire et je paye un juste prix. » Il hocha la tête. Son visage ne changea pas beaucoup, mais quelque chose dans la posture de ses épaules se détendit légèrement. De la manière dont les épaules d'une personne se détendent quand elle cesse de porter quelque chose qu'elle a porté trop longtemps. Martha prit la lettre de Thomas et la copie certifiée de l'arpentage de la table. Elle les plia soigneusement et les mit dans son manteau. Elle regarda Colton, qui s'était tenu à sa gauche tout au long de l'audience, le visage calme et immobile, observant tout sans expression. Il la regarda. « Rentrons à la maison, dit-elle. » La cour de circuit finalisa la décision 11 semaines après l'audience du comté, un mardi de fin mars, alors que la neige était encore épaisse sur la crête, mais que les pentes exposées au sud commençaient à montrer les premières pâles suggestions de ce qui viendrait en avril. La décision était simple. Le document de transfert que Booth avait présenté fut jugé frauduleux. L'examen de l'écriture combiné à la lettre de Thomas et à la copie certifiée de l'arpentage avait suffi à établir que la signature n'avait pas été faite volontairement ou en pleine conscience. Le billet à ordre sur la propriété des Hale fut audité comme le commissaire Greer l'avait ordonné, et l'audit trouva ce que Colton avait préparé pendant 2 ans. Des divergences entre le montant du prêt que Thomas avait accepté et le montant enregistré dans le grand livre officiel de la banque. Le second grand livre, celui avec les vrais chiffres, fut découvert dans une armoire verrouillée du bureau de la banque lors de l'examen des registres de la banque par la cour de circuit. Booth ne l'avait pas détruit. Peut-être n'avait-il pas cru qu'il serait jamais trouvé. Peut-être avait-il cru que les personnes qu'il y avait enregistrées étaient trop petites, trop dispersées et trop fatiguées pour jamais forcer quiconque à regarder. Il s'était trompé sur ce point. Il s'était trompé sur Martha Hale en particulier, ce qui signifiait qu'il s'était trompé sur tout. Booth quitta Millhaven 2 semaines après le début de l'audit de la cour de circuit.
Il vendit le bâtiment de la banque au comté pour une fraction de sa valeur, emballa ce qu'il pouvait charger sur 2 chevaux et partit un jeudi que personne ne vit venir. Presque personne. Martha était à la clôture sud cet après-midi-là quand elle entendit les chevaux sur la route, un cheval de selle et un cheval de bas chargés, tous deux se déplaçant à un rythme délibéré et final. Booth ralentit en arrivant au tournant de la propriété des Hale. Il la regarda par-dessus la clôture, non pas avec menace, non pas avec défaite, mais avec le long regard posé d'un homme qui clôt un compte qu'il a tenu pendant 18 ans. Martha soutint son regard sans bouger. Un moment passa entre eux, long et immobile, et sans mots. Puis Booth tourna les yeux vers l'avant, continua sa route, et le son des chevaux s'estompa vers le nord dans les arbres et disparut. Plusieurs familles se manifestèrent dans les semaines qui suivirent, et la cour de circuit eut du travail. Martha ne passa pas une grande partie de ce printemps à suivre les procédures. Elle avait son propre travail. Elle avait engagé Daniel Marsh comme elle l'avait dit. Il arriva à la propriété le lundi matin comme promis, portant un petit paquet de ses affaires. Et Martha lui montra la petite pièce à l'arrière de la cabane, celle qui avait servi de débarras, et dit qu'il pouvait l'utiliser s'il voulait rester plutôt que de faire des allers-retours depuis l'écurie. Il resta. Il se révéla être un travailleur compétent et une présence silencieuse, le genre de garçon qui faisait ce qu'on lui demandait sans avoir besoin qu'on le lui demande 2 fois, et qui apprenait rapidement les habitudes d'un lieu. Il avait vécu en marge des arrangements des autres assez longtemps pour savoir comment s'intégrer sans perturber. En avril, Colton Reed avait déplacé son exploitation de la cabane de la Crête Nord à la propriété des Hale. C'était son idée, proposée simplement et sans cérémonie à la table de la cuisine un matin où la neige était encore trop profonde pour les travaux de terrain, mais où la planification ne pouvait plus attendre. Il l'avait dit simplement, ses connaissances en bois, sa terre, une exploitation partagée. La moitié du bois de la crête servirait à approvisionner la vallée en bois. L'autre moitié, sur la pente inférieure où le sol était profond et le soleil plus long, serait consacrée aux arbres. Pas un arbre, pas une douzaine, des centaines. Il avait la connaissance des gradients de sol et de la sélection des graines grâce à des années de travail d'arpentage forestier. Elle avait les graines de tomates, ou ce qu'il en restait après la coupe des jeunes plants, ce qui était plus que ce que les hommes de Booth avaient su chercher. Il y avait un deuxième sachet, plus petit, toujours dans la boîte en fer blanc, des graines que Thomas avait mises de côté la même année où il avait planté le grand sapin, l'année où il avait descendu le jeune plant de la haute crête dans la poche de son manteau. Il les avait destinés, pensait-elle, exactement à cela. Pour une année où la terre avait besoin de plus d'un arbre. Ils enregistrèrent le partenariat au bureau du comté à Harding le 15 avril. Le document était simple, rédigé en langage clair, signé par eux deux sans cérémonie. Sur le chemin du retour vers l'endroit où leurs chevaux étaient attachés, Colton ne dit rien sur la signature. Il n'en avait pas besoin. Le document disait ce qu'il devait dire, et le reste n'était que météo, travail et temps. Ellie s'adapta à la propriété des Hale avec l'intensité particulière d'un enfant à qui on a donné un point fixe et qui apprend ce que signifie cesser de bouger. Elle avait passé la majeure partie de sa vie dans la cabane de la Crête, qui était solide et chaude, mais qui avait la qualité d'un lieu occupé temporairement, un lieu aménagé pour la fonction plutôt que pour la permanence. La propriété des Hale avait une qualité différente. Elle avait des clôtures, une cave froide et un jardin qui avait été entretenu sur plusieurs saisons, et elle avait le genre d'arbres le long de la clôture sud qui n'étaient pas là par accident. 8 des 15 jeunes pins coupés avaient survécu. Martha ne s'attendait à ce qu'aucun d'eux ne le fasse. Les coupes avaient été nettes, l'hiver avait été rude, et elle avait supposé que le choc d'une coupe nette en décembre était trop pour des arbres de 2 ans. Mais quand la neige se retira de la clôture en mars et que le sol se montra à nouveau, 8 des 15 souches avaient produit de nouvelles pousses à partir de la base de la racine. Fines et hésitantes, d'un vert pâle dans l'air froid, pas plus de 2 ou 3 pouces de nouveau bois au point de coupe, mais vivantes. Vivantes et en pleine croissance. Elle s'était tenue à la clôture et les avait regardées longtemps. Puis elle était rentrée et avait dit à Daniel Marsh de les ajouter à la liste des soins de printemps. En novembre, les jeunes plants avaient poussé d'un pied chacun. Le nouveau bois était tendre, vert et droit.
Les 120 jeunes plants que Carlton avait démarrés dans les châssis froids le long du mur sud de la grange en mars mesuraient 18 pouces de haut en novembre, sombres et denses, et prêts pour leur deuxième hiver en terre. La pente sud, où ils avaient retourné la terre en avril et planté en mai, avait l'apparence de quelque chose en devenir. Cela ne ressemblait pas encore à grand-chose, bas et mince de loin. Un champ de bâtons sombres en rangée. Mais Martha savait à quoi cela ressemblerait dans 5 ans, dans 10, dans 15. Elle s'était occupée d'un sapin pendant 11 ans et elle savait à quoi ressemblait la patience de l'extérieur et ce qu'elle ressentait de l'intérieur. Elle n'avait plus peur de la patience. Noël cette année-là arriva par une semaine claire après une forte chute de neige. La vallée était blanche et immobile, la crête au-dessus d'eux captant le bas soleil de décembre d'une manière qui faisait paraître la neige sur les hautes pentes comme quelque chose d'éclairé de l'intérieur. Martha se réveilla la veille de Noël avec l'odeur du café déjà fait et le son d'Ellie dans la cour. Et elle resta immobile quelques minutes dans l'obscurité matinale, écoutant la cabane autour d'elle, les sons particuliers d'une maison occupée, qui avait des gens à l'intérieur, qui était utilisée comme une maison est censée l'être. La ville vint à la ferme ce décembre-là. Pas toute la ville, pas encore, pas la première année, mais assez. La nouvelle s'était répandue dans la vallée au cours du printemps et de l'été, comme la nouvelle se répand dans les petits endroits, par l'accumulation de petites conversations et d'observations partagées. Et en novembre, les gens savaient que la propriété des Hale faisait pousser des arbres et que les premiers d'entre eux seraient disponibles avant Noël. C'étaient de petits arbres, de 2 et 3 pieds, les jeunes plants qui avaient atteint une taille digne d'être coupés, mais ils étaient bien formés et sains, et le prix était juste. Et la femme qui les vendait était Martha Hale, dont le nom portait maintenant un poids dans la vallée qui était différent du poids qu'il avait porté un an auparavant. Gideon Straw vint. Il vint tôt le 23, et il choisit un arbre de la deuxième rangée le long de la clôture et paya sans qu'on le lui demande 2 fois. Aucun d'eux ne mentionna ce qui s'était passé au marché un an auparavant. Le compte entre eux était réglé par sa présence sur sa propriété et le juste prix dans sa main, et c'était suffisant. La femme qui avait touché la branche du grand sapin et s'était éloignée vint aussi. Elle acheta un petit arbre et demanda à Martha combien de temps avant que les plus grands ne soient prêts. Martha lui dit 5 ans, peut-être 6. La femme hocha la tête et dit qu'elle reviendrait. Daniel Marsh passa la veille de Noël à charger les arbres achetés sur les charrettes des clients et à tenir les comptes dans un petit registre qu'il portait dans la poche de son manteau. Il avait maintenant 16 ans, ou presque. Il ne connaissait pas sa date de naissance exacte, ce qui n'était pas inhabituel pour un garçon qui avait grandi comme il l'avait fait. Il avait la compétence particulière de quelqu'un qui avait été sous-estimé pendant longtemps et qui avait appris à faire du bon travail tranquillement, sans l'annoncer. En fin d'après-midi de la veille de Noël, quand les derniers clients étaient partis et que la cour était calme, Ellie vint trouver Martha à la clôture sud. Martha se tenait au bord du champ de jeunes plants, regardant la pente et les rangées de petits arbres sombres dans la lumière de décembre. L'air avait la qualité particulière des après-midi de fin décembre, en altitude, froid, clair et absolument immobile, le genre d'immobilité qui semble mériter plutôt que vide. Ellie vint se tenir à côté d'elle. Elle était plus grande cette année et son manteau lui allait bien maintenant. Martha s'en était occupée en octobre. Elle se tenait droite et silencieuse comme c'était naturel pour elle, regardant le champ. Puis elle plongea la main dans la poche de son manteau, en sortit quelque chose et le leva. C'était un petit arbre en bois sculpté, haut d'1 pouce, fait d'un morceau de pain coupé en une simple forme de sapin. Les branches étaient entaillées en gradins, un tronc étroit à la base. C'était un travail brut, le genre de sculpture faite avec un couteau de poche par un enfant qui apprend à s'en servir. Mais la forme était nette et les proportions étaient juteuses. Cela ressemblait à un arbre. Cela ressemblait exactement à un arbre. « Je l'ai fait », dit Ellie. Elle le tendit à Martha. Martha le prit et le regarda. Il était lisse dans sa paume, encore chaud de la poche d'Ellie. Elle le retourna. Sur la base plate, Ellie avait gravé 3 lettres avec la pointe du couteau. F1. Ferme de l'arbre de l'espoir. Martha ferma la main dessus. Elle se tenait à la clôture avec l'arbre sculpté dans son poing et le champ de jeunes plantes étalé devant elle sur la pente, et la dernière lumière de décembre attrapant la neige sur la haute crête au-dessus.
et elle se permit de ressentir pleinement, sans le repousser ni le réduire à quelque chose de gérable, ce que c'était. C'était sa terre, elle se tenait dessus. La dette qui la grevait avait disparu. L'homme qui avait passé des années à orchestrer la lente suppression de tout ce que Thomas avait construit était parti de la vallée. Les graines que Thomas avait sauvées étaient en terre et poussaient. Le garçon qui avait eu faim au marché était à son service et dormait dans une chambre qui avait une porte, une caisse à bois et une courte pointe qui lui allait. L'enfant qui n'avait jamais eu de sapin de Noël avait passé 1 an à grandir dans une maison qui en avait un. Et l'homme qui était revenu après 14 ans pour se tenir à ses côtés lors d'une audience de comté, avec une copie d'arpentage certifiée et le témoignage d'une institutrice, était maintenant à la porte de la grange, l'observant de l'autre côté de la cour. Ses mains dans les poches de son manteau, son visage calme et immobile. Elle ne se sentait pas sauvée. Elle était claire à ce sujet. Elle n'avait pas été secourue. Elle avait été vue. Par Thomas avant sa mort, par Colton à une distance de 14 ans, par une fillette de 8 ans qui dessinait des arbres sur des morceaux de papier et en donnait des sculptés aux personnes en qui elle avait confiance, par un garçon affamé qui avait payé une dette avec la seule monnaie dont il disposait. Elle avait été vue, elle avait tenu bon et le terrain avait tenu. C'était ça, appartenir à un endroit. Non pas l'arrivée grandiose d'une chose qui vous avait été promise, mais la reconnaissance silencieuse d'une chose qui était déjà vôtre, qui avait toujours été vôtre, et que personne n'avait réussi à la fin à prendre. Elle regarda l'arbre sculpté dans sa main une dernière fois, puis elle le mit dans la poche de son manteau et se tourna vers la cabane. La fumée de la cheminée montait droit dans l'air calme, un bon signe, avait toujours dit Thomas. Une fumée droite signifiait un temps calme à venir. Elle n'y avait pas pensé depuis des années, mais elle y pensa maintenant, et elle traversa la cour vers la lumière chaude de la fenêtre. Et derrière elle, le champ de jeunes plants se tenait, sombre et patient dans la neige, attendant le printemps qui était déjà quelque part sous terre, déjà en route.